Hello dear listeners, bienvenue sur Stamina by Rowing 20s, le podcast où l'on parle performance féminine en running, Spartan Race et compétition hybride. Les vraies discussions d'entraînement, les galères du terrain, du quotidien et les jokes qu'on garde entre nous. Alors mets tes baskets, parcourir, tu es en bonne compagnie. And remember, never lose your stamina. Et là, je me suis retrouvée dans un carré VIP. Qui fait que j'étais pas sûre de finir mon ultra en fait. Je me suis dit ça va être hyper galère quoi. Aujourd'hui, je suis championne du monde. Demain, je suis blessée, je suis plus rien. Donc... Et j'ai cru que j'allais m'effondrer en fait. D'enchaîner la pénale plus le porter de... Ah non, j'en pouvais plus. J'étais à 2 doigts de chialer. L'enfer le truc. Ok, bon bah allez, let's go. Let's go les filles. Merci beaucoup à vous toutes d'être ici aujourd'hui et de partager cet épisode de podcast entre nous quatre. Donc pour présenter un peu à nos auditeurs qui nous avons aujourd'hui dans notre épisode, donc, nous avons Leslie, Mallory, Clémence, qui est notre host avec moi d'habitude. Et donc on va commencer par des petites présentations succinctes de nos deux invités. Leslie, est-ce que tu veux bien te présenter donc, en nous rappelant donc, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ton passé sportif, les différents sports que tu pratiques et ton passé peut-être plus Spartan Race. Ok, bon bah moi c'est Leslie Lejeune, j'ai 41 ans, je suis en Team France depuis Spartan Race depuis 3 ans, je suis une athlète de haut niveau depuis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé par la gymnastique en sport-études et je me suis spécialisée après dans le tumbling. C'est une longue piste en fait, c'est très acrobatique, de 25 mètres de long et tu fais des acrobaties, des flips, des saltos avec des triples sauts perçus. Voilà, j'étais en équipe de France junior de 13 à 18 ans. Voilà, j'ai arrêté le sport et je suis devenue coach sportive et maman. Donc voilà, plus de sport en compétition, mais le sport faisait partie de ma vie. Voilà, sur des cours, j'encadre des cours de marche nordique, des cours de fitness, du pilates, du renfo, voilà. Donc ça fait 20 ans que je suis coach sportif sur Aix-en-Provence. Et voilà, j'ai recommencé le sport en compétition à mes 36 ans, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai commencé par la marche nordique compétition. Voilà, où je suis championne de France déjà depuis 3 ans. Et puis, je me suis mise au trail après. Et j'ai eu un petit challenge Ninja Warrior entre-temps qui m'a fait découvrir après le Spartan Race. C'est comme ça que je suis venue après au sport d'obstacle. Donc, j'ai réussi à trouver ce sport qui alliait donc l'endurance, la gym et la force que j'ai développée sur le challenge Ninja Warrior. Donc, ça me paraissait cohérent. J'étais faite pour ça. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis en team, je progresse. Voilà, j'ai fait 1 an d'âge groupe où j'ai tout gagné dans ma catégorie d'âge et aussi en overall, j'avais un bon niveau en course à pied, donc j'ai vite progressé sur les podiums, mais j'avais des grosses lacunes sur les obstacles. Donc là, ça fait l'année dernière, j'ai commencé à réussir pas mal d'obstacles. Voilà, donc voilà, j'ai fait 9e sur le championnat du monde du 21 km à Abu Dhabi, donc un top 10. Donc je suis contente et je suis fière de ce résultat. Et l'année dernière, du coup, championne du monde sur l'ultra à Morzine. Voilà, du coup cette année, la saison a toujours pas commencé pour moi. J'ai été blessée voilà, pendant presque 1 an. Là, c'est compliqué de revenir, mais je reviens certainement à Morzine là pour le format 21 km si tout va bien. Voilà, j'ai envie de me remémorer un petit peu le championnat d'ultra de l'année dernière. Ça va passer par pas mal d'endroits où on est passé et voilà, 21 km, ça reste mon format que j'apprécie beaucoup. L'année dernière, j'ai fait une petite échappée sur l'ultra. Voilà, j'ai apprécié le format, mais maintenant, j'ai envie d'essayer de performer sur le 21 km. C'est un nouveau challenge qui va être beaucoup plus compliqué pour moi, mais d'atteindre un top 10 déjà, ça sera un beau challenge sur les championnats d'Europe à Estérel en octobre. Super, merci beaucoup Leslie. Et toi Mallory, est-ce que tu peux te présenter aussi et nous dire un peu où est-ce que tu en es dans ton passif sportif et dans ton expérience Spartan?
Donc, je m'appelle Mallory Cabot, j'ai 27 ans. J'ai découvert Spartan, ça fait maintenant 4 ans. Avant, je faisais du trail et de l'escalade aussi. Donc, finalement, j'avais ce côté un petit peu multisport qui me plaisait aussi. Et j'ai fait STAPS. Quand j'étais en STAPS, je faisais beaucoup de demi-fond, de la course à pied, mais plutôt avec l'athlétisme traditionnel sur piste, tout ça. Je faisais beaucoup de cross. J'ai fait les championnats de France de cross plusieurs années. Après, c'était mes années étudiantes. Je manquais un petit peu de sérieux à l'entraînement pour être honnête. Donc, pas de sport de haut niveau. J'avais un niveau très correct et je m'entraînais régulièrement. Par contre, ça, c'est une base, l'athlétisme sur piste, je pense, qui m'a vraiment aidé à progresser après. Par contre, après ça, j'ai complètement arrêté le sport pendant presque 2 ans. Je faisais vraiment de la grimpe en loisir. En plus, il y a eu la période un peu Covid et tout ça. Je faisais des footings, mais vraiment de loisir, parce que j'avais un ami qui me motivait à aller courir, mais j'étais plus du tout compétition, en fait. Et là, c'est il y a 4 ans que je me suis remise au trail. Je me suis remise à m'entraîner, entre guillemets, comme il faut, parce que quand je faisais de la piste, je me blessais, mais énormément. Je faisais beaucoup d'erreurs. Et donc, je me suis remise au trail, je me suis remise un peu plus à l'escalade. Et en fait, j'ai découvert Spartan un peu par hasard, enfin la course d'obstacles. Et je me suis dit, mais ça, je me projette trop, j'ai trop envie d'essayer. Donc, je m'y suis mise. Ça m'a demandé au début de progresser musculairement, parce que par contre, la musculation, c'était pas du tout mon domaine. Je me suis mise au CrossFit un peu par contrainte et finalement, ça m'a beaucoup plu, enfin, de m'y mettre et puis d'apprendre à pratiquer en fait. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment cette pratique, un peu moins de CrossFit, mais toujours un petit peu, de l'escalade, du trail. Et puis ça s'intègre super bien à une prépa Spartan et j'ai découvert un sport que j'adore. J'ai intégré la Team France depuis cette année. Ça faisait à peu près 1 an et demi que je courais en élite, que je progressais petit à petit, que voilà, après chaque course, je me disais on va travailler encore ça, encore ça. Progresser sur la course à pied parce que finalement, ça faisait que 4 ans que je m'y étais remise bien, donc le temps de faire aussi des progrès sur ça et de faire les choses étape par étape. Mais du coup, voilà. Là, j'ai fait l'ultra, je l'ai fait l'année dernière, l'année d'encore avant. Il y a 2 ans, je l'ai fait vraiment, c'était mon premier 50 km. C'était vraiment la découverte, ma première distance un petit peu longue aussi, donc un défi sur ça. Et l'année d'après, je me suis challengée à le faire en élite cette fois, à aller chercher plus de performance, à corriger de nouveau des erreurs. Je mets 1 heure et demie de moins entre mon premier ultra et le deuxième l'année dernière. Alors, le parcours n'est pas le même, mais ça fait quand même une bonne différence horaire. Donc voilà, j'étais dans ce truc de petit à petit, aller chercher des éléments à améliorer pour progresser. Et on verra cette année sur l'ultra si j'ai réussi à débloquer des nouveaux progrès sur des petites choses qu'il faut encore améliorer. Bah écoute, super, merci beaucoup Mallory aussi pour ta présentation. Et je pense qu'on va avoir plein de questions et plein de super discussions aujourd'hui pour en apprendre plus sur l'ultra. Allez, let's go, on commence. On va parler aujourd'hui de l'ultra à Morzine. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, on parlera de la super, donc la finale des FNS cette année. Ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'était faire découvrir ce que c'est que l'ultra à Morzine. Pour 2 types d'audience, ça serait vraiment des gens qui voudraient se lancer sur un ultra. C'est leur première fois, c'est potentiellement des gens qui n'ont pas un niveau élite, mais qui ont un niveau tout à fait respectable, qui ont fait déjà 1 ou 2 Spartan et qui se disent « Est-ce que l'ultra, c'est pour moi ?» Donc, essayer de leur faire découvrir ce qu'est ce format, comment on s'entraîne, donner des tips et astuces. Et l'idée aussi, c'est de se dire, vu que vous avez fait d'un point de vue élite, donc Leslie, pour rappel, tu as quand même gagné l'ultra l'année dernière, donc bravo. Et Mallory, toi, je sais que tu fais partie à chaque fois du top 5, ça fait quelques années que tu l'as fait. Donc l'idée aussi, c'est d'apporter votre point de vue expert. Si par exemple, des gens qui sont déjà très bons en Spartan, sur de la bis, sur la super, en age group, ou même en élite, souhaitent vraiment performer sur l'ultra, quelle serait finalement la différence dans l'entraînement et dans les astuces, dans l'approche, la stratégie de course. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vraiment vos 2 points de vue, un point de vue plus je souhaite découvrir l'ultra versus je souhaite performer. Et nous, peut-être avec Clément, ça nous donnera envie de se lancer sur l'ultra. On n'a pour l'instant pas du tout eu le courage d'y aller. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok, Ouais, on est parfait. prêt.
Super. Alors, c'est quoi pour vous la Spartan Ultra à Morzine en un mot? Si on devait résumer le pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Vas-y Leslie. C'est toi qui es la vainqueur, donc on va dire honneur à la vainqueur, tu dois avoir plus de motivation. Pour moi, c'est un challenge. Vraiment quelque chose de nouveau. Donc et quelque chose de voilà, il faut vraiment du courage rien que pour s'inscrire en fait. L'inscription est le plus compliqué, je pense. Et toi Mallory, est-ce que c'est aussi un gros challenge pour toi ou c'est plutôt du kiff de ton côté? C'est marrant parce que c'est vraiment les deux. Il y a un gros côté kiff parce que j'adore le trail long, j'adore les obstacles. Donc là, il y a vraiment les deux. Donc c'est marrant, je suis vraiment en mode trop envie d'y aller, trop envie de prendre le départ. Il y a une grosse partie de la course où on profite parce qu'en plus, il faut vraiment pas se mettre dans le dur dès le début. Et en même temps, il y a un gros côté stress aussi. Il y a des objectifs de compétition. Et puis comme c'est long, il y a toujours une petite incertitude. Il y a plein de paramètres un petit peu à gérer. Donc, c'est vraiment les deux. Et qu'est-ce qui vous a finalement motivé à aller sur ce format super long la première fois où vous vous êtes dit j'y vais? Moi, c'est plutôt l'aventure qui m'a vraiment motivée parce que pas de pression du tout parce que je connaissais très peu ce format. En Spartan Race, j'avais jamais fait le format ultra et c'était l'année où je découvrais le trail un peu plus long. J'avais jamais fait de trail long, donc je savais pas trop ce que je valais. À part un mois avant, j'avais fait un trail, voilà, que j'avais bien préparé. C'était 45 km et 2005 de dénive. Et finalement, j'y suis allée cool et j'ai performé. Donc, du coup, avec un super temps et une première place. Donc, du coup, je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être pour moi ce genre de format. Ça me convient bien. Mais pas de pression du tout. Je me suis dit, on va se faire une petite balade en montagne. On verra bien ce qui se passera. Et puis voilà, quoi. Non, aucune pression. Le plaisir de finir la course, déjà. Alors, attends, moi, je me rappelle quand même de la petite discussion dans le WhatsApp de la Team France en mode les mecs qui te disent allez Leslie, inscris-toi, bouge-toi, viens avec nous. Ça t'a un peu boosté. Et oui, parce que moi, j'avais bloqué sur le côté obstacle, quoi. Parce qu'en fait, c'était que ma troisième année de Spartan Race et je réussissais à peine les obstacles. J'avais pas du tout confiance en moi. Et là, on te dit, il va y avoir 60 obstacles. Plus, si tu rates les obstacles, t'as des pénalités. Donc, encore plus de portée. Non, ça paraît ignoble, quoi. Tu te dis, tu vas dans un truc, c'est pas possible. Je dis, le jour où je ferai l'ultra, c'est le jour où je réussirai les obstacles. Sinon, je m'en sortirai pas, quoi. Puis finalement, tu vois, en discutant un peu avec Thibaut, tout ça, ils m'ont dit non, mais en fait, c'est le trail, Leslie, l'ultra, essentiellement. Les obstacles, ça te fait perdre 2 minutes. 2 minutes à la fin, tu verras que il y aura beaucoup plus d'écart que. Donc, ils m'ont rassuré sur le côté obstacle parce que j'avais le niveau trail, donc c'était le plus important. Par rapport à ces discussions avec Spartan, je sais qu'effectivement, tu avais fait ce trail long avant. Mais est-ce que quand tu as fait ce trail long là, de 45 km, tu t'es déjà dit dans ta tête je vais faire ce trail pour l'ultra ou potentiellement je ferai l'ultra Morzine Spartan? Non. Ah non, c'était vraiment deux choses complètement différentes. En fait, déjà, moi, à la base, je fais pas ce genre de trail. 45 2005, j'avais jamais fait. Et en fait, je venais d'intégrer la team trail de Iron Provence, en fait. C'était ma deuxième année. Et en fait, eux, ils ont l'habitude de faire des trails longs et ils m'ont embarqué là-dedans. Ils m'ont dit, ah, Leslie, on part sur la Maxi Race, tu viens avec nous? Je dis, ah, mais non, mais moi, c'est pas mon format. Moi, j'aime bien les courses nature. Le max que j'avais fait, c'était 25 1500 de dénive. J'aime bien, c'est quand c'est rapide. Et il me dit, si, tu viens, ça te fera une expérience et tout. Et puis, je me suis pris au jeu. Finalement, je me suis vraiment préparée pour cet objectif-là. Et moi, j'allais après à Morzine pour faire les French National Series, pour faire le 10 km. Je voulais faire ma 3e étape. Donc, finalement, je l'ai pas fait, quoi. Mais bon, c'est mieux ce qui s'est passé au final. Oui, c'est sûr que gagner l'ultra, c'est quand même un couronnement assez sympa, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui t'ont motivé, en fait, pour aller sur ce format long. Tu t'es dit, tu t'y es pas allée forcément toute seule. Il y a eu un encadrement déjà dans ta team qui te sponsorisait. Et après, il y a la team Spartan qui t'a vraiment dit, mais si tu verras, c'est du trail, tu vas t'amuser. Donc, il y a eu cet accompagnement. Et c'est pas forcément toi qui t'es dit, tiens, je vais aller me faire du long, quoi. Quelqu'un t'a
un peu Non. poussé, quoi. Même beaucoup poussé, parce que même j'ai toujours eu peur des kilomètres. Ça fait déjà pendant peut-être 1 ou 2 ans, j'ai déjà, avant de passer du 10 au 15, après 15 à 25 kilomètres, j'ai mis 1 an pour passer du trail de 15 kilomètres à 25, parce que j'avais peur du long, j'avais peur de la blessure, j'avais peur de courir vite aussi longtemps. Je pensais pas que mon corps était capable de courir vite aussi longtemps. Et moi, que je cherche toujours la perf dans les sports que j'entreprends, donc je voulais pas aller faire un 25 bornes ou un 30 bornes en me promenant. Donc je me suis dit, est-ce que je suis capable de courir vite 10, 15, 20, 30 bornes de plus? Et finalement, oui, quoi, on peut le faire. Et est-ce que du coup, dans l'ultra, vous avez ressenti un moment un mur, un peu comme les gens disent au 35e kilomètre dans un marathon, il y a vraiment un mur, un palier que tout le monde ressent. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi sur du l'ultra Spartan? T'as ressenti toi, Mallory? Non, un peu plus progressivement dans la mi-course. Moi, il y a des moments donnés. Après, je pense que ça, que ce soit sur ce que les gens disent, par exemple sur marathon ou sur Spartan, c'est beaucoup l'alimentation. Donc, moi, j'ai pu le ressentir progressivement, mais en fait, je sais que c'est la conséquence directe qu'il y a eu moins d'alimentation et du coup, l'ultra est quand même assez long, on est quand même sur un rythme qui est un peu plus bas. Donc à ce moment-là, je ralentis un peu le rythme, je remets de l'alimentation et il n'y a pas une grosse barrière du coup qui se fait ressentir. Mais je pense qu'il faut être vigilant, s'écouter et puis sentir quand il y a un petit peu une baisse de forme, une baisse de régime pendant la course, se demander pourquoi et venir anticiper ça pour que ça se passe bien. Et toi, Mallory, finalement, tu fais du long par nature. Toi, c'est plutôt le long que tu préfères en trail, j'ai l'impression. Alors, c'est le long que je préfère, je pense, parce que le peu que j'en ai fait, j'aime beaucoup ça. Par contre, un peu comme Leslie, j'ai mis vraiment du temps à faire rien que des courses de 20-25 km. Ça veut dire quoi du temps? Si tu pouvais dire en termes d'années, tu as commencé du trail par du 15 bornes ou du 20 bornes? Comment tu as eu un peu cette évolution dans ta pratique de trail? Alors j'ai fait plutôt de l'athlétisme, donc voire même du demi-fond jusqu'aux 10 km quand j'ai commencé. Quand je me suis mise au trail naturellement sur des formats plus courts, jusqu'à 10, 15 km, vraiment les formats en dessous de 20 km. Le premier 20 km que j'ai fait, c'était pour les championnats de France universitaires, parce que c'était ma dernière année d'étudiante. Et du coup, c'est un peu le truc qui m'a obligée à m'inscrire sur un 20 km parce que c'était l'occasion. Donc du coup, il y a eu cette barrière-là, entre guillemets, de franchie. Et après, il y a 2 ans, j'ai fait mon premier 50 km sur l'Ultra Spartan. Mais en fait, moi, j'ai couru que 2 fois 50 km, les 2 ultras que j'ai fait les 2 dernières années. Donc, je suis pas quelqu'un qui fait du trail long de base. Par contre, j'aime beaucoup ça. Mais je fais attention d'y aller progressivement pour éviter justement les risques de blessures, tout ça. Parce que comme on court aussi en compétition et un peu fort, je pense qu'il faut vraiment que c'est vraiment bien que de prendre le temps que le corps s'adapte aussi à ce type d'effort plus long. Mais j'aime beaucoup ça. Et est-ce que, Mallory, est-ce que comme Leslie, il y a des gens qui t'ont quand même poussé en fait à t'inscrire sur l'Ultra Spartan Morzine, ou c'est de toi-même, tu t'es engagé dessus en disant bon allez, c'est l'occasion, il y a les championnats du monde en plus à Morzine, c'est à côté de chez moi, je me lance quoi. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup le côté occasion, le fait que ce soit les championnats du monde, le fait que ce soit pas loin. Après, j'avais quand même des copines qui faisaient du long, et ça m'a un peu inspirée, entre guillemets, parce que je les ai vues faire leur prépa pour la Saint-Élion quelques mois avant, et je m'entraînais beaucoup avec elles, donc ça, ouais, ça m'avait un peu donner envie d'y aller, puis se rendre compte que c'est aussi faisable, que si elles le font, pourquoi pas. En plus, c'est quand même une distance en dessous de la Saint-Élion quand même. Et puis, oui, le fait que ce soit à Morzine, que ce soit championnat du monde, moi, je peux pas forcément aller me déplacer sur des championnats du monde à l'étranger. Donc là, je me suis dit, c'est aussi l'occasion de faire une compète un peu plus d'ampleur chez Spartan. Donc j'ai pris le risque, entre guillemets, mais moi, toute seule, je me suis dit, je pense que ça a l'air d'être envisageable. Alors, le premier, j'ai fait un edge group, je me suis pas inscrite en élite tout de suite, je courais tout à peine en élite en plus à ce moment-là. Donc voilà, progressivement, j'ai préparé. J'ai pas fait le premier ultra en mode on va chercher la meilleure performance possible. Le premier, c'était surtout de le finir. Et ça m'a vraiment plu et j'ai refait l'année dernière. Avec brio. Alors attends, moi j'ai déjà une petite question quand même. C'est que je crois que Clémence a failli s'inscrire cette année, mais qu'elle s'est déchauffée malheureusement. Elle a essayé d'être poussée par pas mal de personnes. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui l'ont poussée, moi notamment, mais qu'elle ne s'est pas inscrite.
Clémence, Il te reste encore le temps. T'as le temps encore. Hein, jusqu'à la veille au soir, tu peux t'inscrire, t'inquiète pas. On va faire chaud pour la prépa, là. Non, et en plus, je suis retombée sur le petit mot parce qu'avec Camille, des fois, quand on a un dilemme, on s'écrit sur une feuille le truc qu'on pense que l'autre va faire et on ne l'ouvre pas avant une certaine date. Je sais pas si vous voyez un peu le genre de délire. Et hier, je suis retombée sur le papier où Camille avait mis « Tu vas faire l'ultra de Morzine cette année ?» Au final, je la fais pas. Pour une raison, c'est que déjà, c'est ma première année en Team France et que du coup, je voulais me concentrer sur les nationales séries. Et étant donné que j'ai pas fait une très belle perf sur Valmorel, j'ai absolument besoin d'avoir mes jambes pour courir sur la super de Morzine. Donc, je pense que c'est un bon argument. Et en plus, l'ultra me tente énormément. Mais peut-être que j'ai besoin de ne pas me lancer sur les championnats du monde directement. Je suis quelqu'un qui a besoin de rôder beaucoup. J'ai besoin d'un peu de tester l'effort. Et je pense que si je m'inscris sur un ultra, ça ne sera pas pour les championnats du monde directement, mais peut-être sur soit un Europe, soit un national normal. Voilà. Mais c'est dommage parce que sur le championnat du monde, il y a quand même 6 000 € à gagner. Donc ça serait dommage de ne pas aller direct vers le cash prize. Ça. C'est tentant, mais bon, après, je préfère pas non plus me mettre le stress et tout. Je préfère vraiment pas donner l'effort un petit coup avant. Et si ça me plaît et si je m'en sors bien, pourquoi pas aller sur des championnats du monde une année après, quitte à se déplacer un peu plus loin et faire un petit voyage vacances en même temps. Mais moi, j'aimerais trop rebondir sur tout ce que vous venez de dire, notamment toi, Leslie, et aussi toi, Clémence. On peut passer sur le récit de votre première Spartan. Justement, il y a des approches très différentes entre vous trois. Et moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cette question de, en fait, comment vous avez approché cette première fois en ultra Spartan. Parce que toi, Leslie, tu t'es dit, c'est les championnats du monde, c'est génial, il y a un cash prize, c'est le challenge, c'est ce que tu disais. Mallory, toi, tu étais plutôt en mode, je vais voir un peu comment c'est en age group, et puis après, je viendrai potentiellement en élite, en sachant que tu as quand même aussi géré ton entraînement toute seule. Leslie aussi, je crois, tu gères ton entraînement toute seule. Et toi, Clémence, tu préférais carrément aller faire un ultra, entre guillemets, pas trop exposé, un truc un peu plus discret, quitte à le faire, entre guillemets, à la maison, quoi, tranquille, pour après te lancer sur la course. Donc, moi, je veux bien, Leslie et Malo, que vous me racontiez le récit de la première Spartan Ultra que vous avez fait. Et en me disant vraiment, qu'est-ce qui vous a surpris en termes de run, en termes d'obstacles, par rapport à ce qu'on peut s'attendre peut-être. Dans le sens de, moi, j'aurais, finalement, si je donne pourquoi moi je fais pas d'ultra, pour moi, en fait, c'est trop long. Les obstacles finiront par me dégoûter parce que les portées peuvent être, par exemple, très lourds ou plus lourds parce que ça fait 40 km que tu cours. Ou parce que, en fait, 2 fois la montagne à Morzine, pour l'avoir fait quand même une fois, j'ai pas envie de la faire 2 fois de plus et 2 fois d'affilée, quoi. Donc pour moi, il y a ce truc de waouh, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux d'effort, quoi. Même pas les 50 km parce que j'ai quand même fait 2 marathons. Mais les 50 km à la rigueur, si c'était pas autant de D+, et pas avec des obstacles, ok. Mais là, moi, je me dis, franchement, ça va être une tannée, ça va être très, très compliqué, je vais pas prendre de plaisir. Donc voilà, quel était un peu votre récit? Et ce qui vous a le plus surpris? Donc moi je te disais, j'y allais vraiment sans pression, en mode aventure, on va promenade dans la montagne, on verra bien. J'avais une expérience sur le trail, donc je me suis dit tu fais la même chose, tu pars sur le même rythme et puis tu fais pareil, et puis on verra ce que ça va donner. Sur le trail, après les obstacles, on verra. Et en fait, je me suis mis quand même la grosse pression la veille de la course parce qu'il y avait l'annonce des élites. Et là, je me suis retrouvée dans un carré VIP avec toutes les stars des Spartan Race que tu vois sur les stories et tout. Qui tout ça et tout. Je me suis mis à baliser. Je suis allée voir Thibaut en lui disant tu me laisses pas tranquille, tu me laisses pas toute seule. En plus, je parle pas anglais et tout. Donc, elle se connaissait toutes entre elles. Moi, je connaissais personne. Elle me regardait toutes en disant c'est qui elle et tout. C'était vraiment un gros stress. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, t'es dedans, quoi. Puis Thibaut, il a commencé à me dire, tu sais que je pense que tu peux gagner. Je dis, oula, je dis, de quoi tu me parles et tout. Je dis, pas du tout. Donc, là, j'ai mis grosse pression. Donc, sur la ligne de départ, j'avais une petite pression qui est de suite redescendue parce que rapidement, les filles, elles m'ont doublé et je me suis dit, ouais, ça va trop vite pour moi, laisse tomber. J'avais déjà perdu la course dans ma tête en me disant, on y va à son rythme, on verra bien ce qui va se passer, mais j'avais pas du tout l'ambition de gagner ou
voilà, je voulais vivre quelque chose pour moi de nouveau et c'est tout, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'étais bien. J'étais bien dans mon rythme, puis j'ai remarqué que je commençais à redoubler, sans savoir à combien j'étais, hein. Je savais, franchement, la moitié de la course, je savais pas trop où est-ce que j'étais. Et puis j'avais calé mon rythme et à un moment donné, je me suis retrouvée deuxième. J'ai pas trop compris ce qui se passait et on commençait à me donner des écarts, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Ça, je me rapprochais de plus en plus. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est cool, quoi. Je vais peut-être pouvoir faire un podium sur l'ultra. Donc, je commençais à prendre confiance. Et j'ai réussi à m'alimenter toutes les 45 minutes. Voilà, je m'alimentais, je prenais 45 grammes de glucides, des gels. Après, j'avais aussi des électrolytes en boisson. Et ça, j'ai été assez régulière. Donc ça, j'ai pas eu coup de mou, moi. Tout le long, j'étais bien, j'avais vraiment mon rythme. Les obstacles, après, moi, j'ai été surprise d'en réussir beaucoup. Alors que j'avais déjà fait la Spartan en Suisse 1 mois avant la Biste où j'avais réussi pas mal d'obstacles aussi, donc j'étais plutôt confiante. J'ai été surprise par contre des portées. Les portées ont été vraiment très très dures, très longs, vraiment l'enfer. Mais vraiment, je m'attendais à ça et c'était encore pire que ce que j'imaginais. C'est vraiment très difficile les portées. Ils étaient plus durs, plus longs que sur une Biste ou une Super, où il y avait genre 2 sacs, ou c'était juste la longueur? Ouais. Non, c'était la longueur. Ouais. Je crois que il y avait pas plus lourd, hein, Mallory, je sais plus, quand on l'a, tu sais, après le twist, parce que moi, j'ai raté le pire truc qui m'est arrivé, c'est qu'au bout de à la deuxième boucle, j'arrive au twister, je rate le twister, j'ai jamais réussi le twister de ma vie, c'est ma bête noire, il va falloir que j'y arrive. Et je rate le twister, et là, il y avait l'entraîneur de la Team France, Cédric, et il me voit partir, la pénalité, c'était déjà un porté de poids, de sac de salle homme, et je finis le porté, il me dit, maintenant, tu vas partir sur le porté, ça dure 1 km, 1 km 5. Et là, j'ai commencé à dire non. Et j'ai cru que j'allais m'effondrer, en fait. D'enchaîner la pénale plus le porté ah non, j'en pouvais plus. J'étais à 2 doigts de chialer. L'enfer, le truc. Il me dit, désolé, je te préviens. Je dis, ouais, je sais, mais là, je suis au bout du bout, quoi. Et Cédric, il me guidait vachement. C'est bien parce qu'il est, je sais pas si tu l'as vu, toi, Malo, mais je l'ai vu vachement sur plein d'obstacles et c'est lui qui me disait, je me rapproche de la première. Et moi, je lui disais, mais Cédric, je m'en fous, quoi. Dis-moi derrière, plutôt. Je veux pas me faire rattraper, moi. J'ai dit, je suis au bout de ma vie, je veux juste finir la course. Et il me dit, non, mais c'est loin derrière, c'est loin et tout. On est loin, ça veut rien dire, tu sais, quand t'es dans ton truc, t'avais envie qu'il te dise un chrono, quelque chose. Et lui, il me voyait gagner de suite. Il me dit, mais t'arrêtes pas de rattraper, tu vas la voir et tout. Mais j'étais pas du tout dedans, moi. Non, j'étais finir. Parce que là, t'as dit, au début, c'était cool, t'avais ton rythme. Et ouais. Ensuite, finalement, t'es passé à j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Il s'est passé quoi pour que ce soit ça? C'était les portées. Ouais, c'est les portées. Là, okay. Les portées, là, après les portées, là, j'étais vraiment dans le dur. Et j'ai commencé à avoir une douleur au genou aussi, qui a commencé sur les descentes. Là, il me restait 15 bornes. J'avais une douleur lancinante au niveau du TFL et je commençais à me dire, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout parce que tu te dis si d'un coup tu peux plus courir, tu es obligé de marcher, ça change la donne, quoi. Donc j'étais inquiète de cette douleur, savoir si elle allait aller jusqu'au bout, quoi. Ok, donc toi, si on résume un peu, la surprise c'était surtout les portées longs et le fait aussi que ça se passe plutôt bien au début, à rythme que tu as pu mettre et être relativement tranquille, quoi. Ouais, moi je me suis pas mis dans le rouge, hein. J'en voyais à côté de moi, elle courait, elle faisait des sprints, après elle marchait, quoi. En fait, la plupart, elles ont très peu d'expérience sur le trail et elles font un peu n'importe quoi sur le rythme de course. Elles partent comme des folles, hein. Les premières, elles sont parties vraiment trop vite, hein, pour un trail long comme ça. Elles sont obligées d'exploser à la moitié de course, quoi. Il faut vraiment se connaître, gérer son effort. Moi, je me fie qu'à mon cardio, hein. Je connais bien mon effort, je connais le cardio. Il faut qu'il reste stable. Il faut pas qu'il y ait des changements de rythme comme ça. Tu les payes forcément à la moitié de la course, quoi. Et là, c'est là où les meilleurs restent, c'est à la moitié, à 3-4 heures de course. Toi, tu es capable de garder cette endurance jusqu'au bout, quoi. Et ça s'invente pas. Faut s'entraîner et faut bien se connaître, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée première? Est-ce que ça t'a surprise, finalement, de te dire « Ah, ben en fait, je suis la tête de course ». Et oui. Ah ouais, c'était un moment vraiment important, hein, dans ma course parce qu'en fait, on arrivait à la fin des obstacles qui étaient dans la montagne. Là, t'avais la tyrolienne inversée, t'avais une chaîne, voilà. Et en fait, il y avait Andrea qui était à 1 minute 30, je pense, devant moi, qui a fait la tyrolienne inversée et qui est tombée. Elle est tombée sur le dos, en fait.
Et moi, je l'ai pas vue, mais j'ai vu qu'il se passait quelque chose au loin parce qu'il y avait du monde autour d'elle et tout. Elle était pas bien, elle était sur le dos. Et Cédric, il me dit, il vient de se passer quelque chose. Andrea vient de tomber. Reste concentré et tout. Tu lâches pas, c'est pour toi. Tu vas passer devant, quoi. Et en fait, donc, elle a repris la course tout doucement. Voilà, elle a été choquée du choc, mais ça allait physiquement. Et en fait, dans la descente, je la voyais, elle avait complètement ralenti, en fait. Et moi, j'avais un bon rythme et je l'ai rattrapée très rapidement. Et là, je me dis, j'ai soufflé un peu coup et je me suis dit, bon, c'est maintenant qu'il va se passer quelque chose. Et je dis, tu doubles et puis c'est parti, quoi. Et du coup, je passe devant et je regarde Andrea et je dis, it's okay, you good? Je parle super English. et du coup, j'ai même pas entendu. Et puis après, j'ai accéléré, quoi, exprès aussi, hein, pour lui montrer que j'étais en forme et que maintenant que je passais devant, j'allais rester. C'est psychologique aussi, hein, c'est important. Hein. Et voilà. Et du coup, elle a accéléré. Elle m'a surprise parce que du coup, elle s'est accrochée à moi. Et rapidement après, elle a relâché. Voilà. Mais elle a eu cette envie quand même d'aller bagarrer. Mais son corps, il tenait plus, certainement. Wow, c'est ouf. Moi, je t'ai vu, franchement, je t'ai un peu suivi de loin. Et je me suis dit, dis donc, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique ce que tu fais, Leslie. Je sais que tu avais quand même une belle victoire sur ton trail de 45 km, là, à la Maxi Race, un peu avant. Donc, effectivement, tu étais assez prête et tu te connaissais bien. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que Mallory, je t'ai vu effectivement acquiescer sur le fait de devoir commencer plutôt tranquillement ce trail. Finalement, c'est quelque chose qu'effectivement, on ne voit pas trop en Spartan. En général, on part en trombe en Spartan et voilà, même sur une piste, les gens sprintent, même moi je fais, et ça passe. Et toi, du coup, tu dis non, il faut vraiment justement s'économiser. Donc, tu es plutôt d'accord avec Leslie. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ce qui aurait pu te surprendre ou ce qui t'a surpris lors de ta première ultra et potentiellement la deuxième aussi, hein, en élite, il y a une différence? Oui, alors mon premier ultra, je l'ai couru en edge group. Donc en edge group, déjà, il y a plus de monde, on est mélangé rapidement avec les vagues suivantes. Par contre, ce que disait Leslie, je l'ai vraiment ressenti sur ma course de l'année dernière, qui était mon premier ultra en élite, du coup. Et alors moi, il y a beaucoup de filles chez les élites, les filles des teams des autres nations. En fait, je les connais pas. Je sais que forcément, elles sont très fortes parce qu'elles sont dans des national teams. Mais ça m'a surpris à quel point toutes les filles partaient fortes. Et c'est vrai que sur les premiers kilomètres, je me dis, mais limite, je vais finir dernière. Enfin, moi, c'est pas du tout mon rythme de course. Et en fait, je me suis rendu compte. Alors, il y a des filles comme Leslie, c'est des fusées, effectivement, c'est resté devant moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont parties trop fort, effectivement, par rapport à l'effort et qui sont habituées à faire des Spartans plus courtes. Et quand on commençait à être sur les crêtes, vers les sommets, et ben en fait, j'ai doublé plein de filles. Et des filles qui, je pense, potentiellement, sont peut-être meilleures que moi si elles gèrent bien leur course, très honnêtement. Je sais pas, en tout cas, comment aurait été leur course si elles avaient mieux géré, mais je pense qu'elles partent trop fortes. Et même moi, du coup, je pars, je pense, encore un peu fort par rapport à mon rythme global, parce que forcément, faut aussi pas se faire emporter par ça. Les gens partent quand même fort dès le début. En principe, sur le début de course, faudrait presque avoir le rythme qu'on pense pouvoir tenir encore à la mi-course, ou voilà, il n'y a pas trop d'intérêt à courir plus vite au début. Et ouais, ça m'a surpris à quel point les filles, elles partaient fort au début, quoi. Et est-ce que tu as eu des moments dans ta course, vraiment ta première ultra, où tu t'es dit waouh, c'est vraiment un effort un peu hardcore, tu t'es fait surprendre par les portées aussi, ou c'était plutôt simple? Et l'autre question, c'est en termes d'obstacles, tu t'es senti comment, toi? Alors, pour l'anecdote, sur mon premier ultra, il y a eu une histoire sur un porté de chaîne qui était assez long, déjà assez exigeant de base. Le ultra, il est sur 2 boucles très généralement, donc on passe 2 fois sur une grande partie des obstacles. Et donc, au premier tour, je passe sur ce porté de chaîne et on me donne une chaîne verte. Donc, elles sont plus lourdes que les chaînes de couleur habituellement plutôt rouge qu'on a pour les poids femmes. Et donc, on me donne cette chaîne verte. Et moi, je me dis, en fait, c'est un championnat du monde, donc ils ont dû mettre des poids plus importants que l'habituel. Donc, je prends ce poids-là. Les autres filles prennent ce poids-là aussi. Et je galère vraiment à faire ma boucle. Et je trouve la chaîne super lourde. Et je me dis, mais en fait, avec la fatigue sur le deuxième tour, mais là, c'était le truc qui fait que j'étais pas sûre de finir mon ultra. En fait, je me suis dit, ça va être hyper galère, quoi. L'ultra se passe, j'arrive une deuxième fois à cet obstacle. Et on me donne une chaîne rouge cette fois. Donc en fait, j'ai passé tout mon ultra à me dire, mais quand je vais arriver de nouveau à cet obstacle, mais comment je vais faire? Si ça se trouve, ça va s'arrêter là et tout.
Et en fait, j'ai su après la course que c'était une erreur de nous donner la chaîne verte, que les filles qui ont été un peu plus lentes que moi sur le start, elles n'ont pas eu cette chaîne. Donc des filles qui sont en age group aussi, tu vois. Et parce qu'en fait, il y a Magali, pour ceux qui la connaissent, qui a priori a fait la réflexion que c'était le mauvais poids. Et à partir de ce moment-là, ils ont donné un autre poids, de ce que j'ai compris. Et donc ça, ouais, c'est vraiment le truc qui, sur mon ultra, je me suis dit, les poids sont déjà lourds pour moi, je suis pas très forte sur les portées. Après, je fais attention à vraiment ralentir le rythme, à être en mode économie d'énergie, entre guillemets, dès qu'il y a un porté, parce que je sais que je peux vraiment me fumer là-dessus. Et ça, ouais, sur mon premier ultra, c'est vraiment le truc qui m'a fait peur. Et en même temps, je pense qu'il m'a calmée sur toute la course parce que je savais qu'il fallait pas que j'arrive dans le rouge à cet endroit-là. Du coup, j'avais peur d'avoir de nouveau cette chaîne qui était très lourde. C'est les chaînes des HH, à ce qui paraît. Sinon, pour les obstacles, moi, c'est vraiment... je les passe lentement. Alors, la grosse différence, c'est qu'entre mes deux ultras, c'est qu'il y a 2 ans, je prends encore des pénalités. Je suis encore un petit peu débutante sur Spartan. L'année dernière, je prends que 3 pénalités, je crois. Mais par contre, sur les portées, je force pas. Je sais que je perds du temps là-dessus. Je suis un peu un escargot, mais voilà, faut pas se griller là, donc je vais doucement. Ok, bon, finalement, ça a l'air d'être assez accessible. Ça me donnerait presque envie. Clément, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y avait 3 javelots aussi, 3 javelots, l'enfer, quoi. Moi, j'en ai réussi un. Et toi, Mallory? Le javelot, je crois que j'ai réussi l'année dernière les 2 qui étaient en bas, parce qu'au village, ils étaient un peu plus près. Et celui qui est tout en haut, où on passait une seule fois, je l'ai raté, bien évidemment. Avec la chaîne en pénalité, là, la première. Ouais. Oh, l'enfer. Ouais. Et ben, moi, j'ai raté le javelot qui était en haut, j'ai raté le tir sur un des 2 tours, et j'ai raté, je crois qu'il s'appelle l'Herculoist, le poids qu'il faut tirer là. Et en fait, j'ai appris que cette année qu'il est plus lourd que sur les autres compétitions. Parce que ça fait 2 ans que je le rate à la fin de l'ultra et que je me dis, mais tu sais faire cet obstacle, c'est pas possible de le rater, il y a juste la corde à tenir. Enfin, et j'ai appris par hasard cette année qu'il est quand même plus lourd. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je le rate sur l'ultra. En plus, il est en fin de course. Donc, Il y avait le tir au laser aussi. C'est sympa. On ne l'a pas souvent, ça, le tir au pistolet. Ouais. Tu l'as réussi? J'ai bien aimé celui-là. Ouais, je l'ai réussi. Moi, j'ai bien aimé. Et bah, moi, je l'ai raté sur le 2e tour. Et d'ailleurs, sur les pénalités, parce que du coup, je prends 2 pénalités de suite. Et on avait les poids hommes. C'était le même poids pour tout le monde. Donc, je pense un peu plus galère pour les femmes, forcément. Surtout que sur l'Herculoist, je galère à essayer de le passer quand même. Je vais pas à la pénalité tout de suite. Et donc, ensuite, je prends la pénalité. Et sur le tir, je la prends aussi. Sur le tir, moi, j'ai pas trop d'occasion de m'entraîner. Et en plus, je pensais pas du tout qu'il y aurait ça sur l'ultra. Je vais occasionnellement à un terrain d'entraînement. Une fois, il nous a sorti les pistolets laser. Mais j'étais en mode, mais il n'y a jamais ça sur Spartan. C'est quoi ton truc? J'ai essayé 5 minutes pour rigoler. Et en fait, je me suis dit, il aurait fallu y passer un peu plus de temps. Je suis vraiment pas forte sur ces trucs-là. Oh, il y en a un. À Lati, on l'a eu au championnat d'Europe avec Camille l'année dernière. Et je l'ai eu en Italie, à Orte aussi, sur la piste. J'ai failli le louper. Je l'ai eu à la seconde près. J'étais là, wouhou! Ouais, c'est quelque chose qui va se démocratiser, parce que ça fait partie des obstacles généraux dans les courses à obstacles maintenant. Toi, Leslie, tu connais, tu fais un peu laser run. Donc ouais, il faut s'y préparer maintenant. Clément, je crois que tu voulais revenir sur un point. Plein de mini-flash questions comme ça. Première question, c'est juste pour que les gens se fassent un peu aussi une idée s'ils s'inscrivent en élite ou en âge groupe. Vous avez parlé du fait qu'il y avait plusieurs tirs javelot et plusieurs tirs laser. Il y a eu combien de tirs sur lesquels la pénalité, c'était des burpees? T'as les 2 javelots d'en bas. Ouais, c'était burpees. D'en haut. Non, c'était une chaîne à porter là-haut. Ouais. D'accord, donc seulement 2 fois des burpees potentiels. Ouais. La seconde question, c'est le Hercule Hoist. Mallory t'a dit qu'il était plus lourd. Est-ce qu'il est plus lourd dorénavant sur tous les formats ou il est plus lourd uniquement sur un ultra? Peut-être pas clair. J'ai cru comprendre qu'il est plus lourd sur les formats championnat du monde. Ce qui me paraît cohérent parce que je l'ai senti très lourd. Après que la fatigue, des fois, ça paraît plus difficile. Après, juste, on parle des obstacles parce qu'en vrai, c'est challengeant et on se concentre dessus. Je pense que c'est pas ce qui fait la
l'écart de performance sur la fin et pour s'inscrire dans une catégorie ou dans une autre. Et oui, ce que je voulais repréciser, du coup, on parle des réussites aux obstacles, sur par exemple le tir, des choses comme ça. Je pense que c'est pas ça qui va faire la performance finale et c'est pas ça qui va faire qu'on réussit notre course ou pas. C'est des réglages un peu fins quand on veut aller chercher vraiment de la performance. Et quoique même en élite, il y a encore des temps d'écart importants entre les filles. Je pense que Leslie, elle pouvait aller prendre encore 1 ou 2 pénalités que j'allais pas la rattraper. Donc c'est presque un peu du détail finalement. C'est vrai que ce qui joue vraiment beaucoup, c'est le run. Et moi, il y a une fille qui finit que 5 minutes devant moi. Donc sur le coup, pour un ultra, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au temps d'effort d'environ 9 heures pour nous. Et elle prend vraiment plus de pénalités que moi. Peut-être qu'elle avait plus de rythme sur le run et c'est ça qui la tient à un moment donné. Mais voilà, elle s'en sort très bien en prenant des pénalités. Et puis, s'il y a 1 ou 2 obstacles qu'on rate, ça va pas nous faire rater la course. Par contre, être vraiment prêt sur la course à pied, musculairement, sur les portées aussi, ça va vraiment, je pense, jouer. C'était la Chinoise qui était devant toi, là? Non, c'était pas la Chinoise. Bah, tu sais qu'elle, l'année d'avant, elle avait eu des problèmes. Ils lui avaient donné un gros avertissement parce qu'en fait, elle s'investissait pas du tout sur les obstacles. Elle touchait l'obstacle et elle allait courir. Et elle a fait ça sur tout l'ultra, en fait. Et elle a réussi à faire 3e de l'ultra des championnats du monde. Et c'était très, très mal vu. Du coup, l'organisation, ils en avaient parlé et tout. Et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, t'as une Perrine Albadi qui va venir sur l'ultra. Je pense qu'elle a ses chances de gagner, clairement, hein, parce que, pour le coup, les obstacles vont pas bon, ça va la fatiguer certainement, mais je pense pas que ça l'empêchera de gagner. Les rythmes sont tellement, il y a tellement d'écart entre les traileuses. Elle a un niveau international en trail, hein, donc s'il y a d'autres traileuses qui s'aventurent sur les ultras comme ça de courses d'obstacles, elles ont carrément leur chance de podium facilement. Hein. Non, mais faut pas le dire, ça, après, on va avoir de la concurrence. Voilà. Je me suis dit qu'ils allaient finir par augmenter encore les boucles de pénalité, hein, parce qu'en soi, ça peut être un sujet, hein, ça aussi, hein, parce que, en même temps, tant mieux, parce que ça fait augmenter un petit peu le niveau. Je pense que si remettaient juste les burpees, ça suffirait. Parce que les burpees, ça tacle tellement plus que les boucles de pénalité que, en fait, et puis en plus, c'est, comment dire, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que quand tu as fait 5 échecs, ça te fait 5 fois 3. Ça te fait beaucoup plus mal que juste avoir un parcours de trail avec un porté. Oui. Et moi, je le dis parce que même moi, j'en ai, entre guillemets, bénéficié de ce changement de burpees vers boucle de trail. Même en ayant une chaîne ou un sac à porter, c'est toujours plus facile que de se remettre de 30 burpees. Et c'est aussi comme ça que moi, je sais que la première année, j'ai tout défoncé parce que, en fait, je sais toujours courir et je sais toujours mieux courir que la plupart des personnes, même avec un porté. Versus des burpees, en fait, juste ça te tacle. Et en fait, ça te. C'est chiant. C'est chiant, et puis ça te fait mal. Et tu gardes la déchirure musculaire de faire les 30 squats, là, sauter, tout le long de la course. Alors que les portées, finalement, une fois que c'est posé, ça y est, c'était à peu près remis, quoi. Après, pour avoir été marshal, les burpees, c'est quand même compliqué sur l'arbitrage. Pour avoir un arbitrage carré là-dessus, ils regardent chaque personne qui font les burpees à la vidéo. Donc, t'imagines ça sur chaque obstacle. Pour avoir un arbitrage qui est carré, c'est quand même complexe à mettre en place. Je pense que les boucles de pénalité, ça facilite aussi ça. Par contre, moi, je fais partie des personnes qui pensent que les boucles de pénalité pourraient être un peu plus exigeantes dans certains cas, sachant que c'est pas toujours déporté. Il y a quelques pénalités où c'est, entre guillemets, juste du run, alors souvent en montée ou dans des terrains un peu irréguliers. Mais c'est vrai que selon comment les boucles sont faites, elles vont être plus ou moins exigeantes et on a quelques cas où, surtout les filles qui passent un peu plus leurs obstacles, c'est vrai que des fois, on regarde et on se dit, bon, est-ce que la pénalité, elle était vraiment exigeante? Après, des filles comme Perrine, elles ont aussi un gros niveau en course à pied, donc elles vont perdre du temps et de l'énergie sur la pénalité, mais elles vont réussir aussi à compenser ça sur la course. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu aussi, une de vos dernières années, le memory code sur l'ultra? Parce que c'est un obstacle qu'on ne voit plus, même sur les bistres, récemment, en tout cas. Donc, je me demande, est-ce qu'ils l'ont supprimé ou est-ce que vous l'avez eu? Ah si, nous on l'a eu. En plus, on l'a eu de façon originale parce qu'on arrivait avec une chaîne. En fait, on avait un portée de chaîne. Et en fait, avec ta chaîne, tu devais mémoriser sur le tableau et repartir. Mais par contre, du coup, après, tu le donnais à la fin de ta première boucle, mais tu le redonnais pas au bout de la deuxième. Ça me stressait parce que je me disais, il faut que je le retienne ou pas encore. On savait pas ça. Tu savais, toi, Mallory, s'il fallait le redonner à la deuxième boucle?
Non, je savais pas. Donc, dans le doute, j'ai dû le retenir. Donc, ils auraient dû me demander, je m'étais embêtée à le retenir. Puis, une fois que tu l'as imprimé pendant 20 km, de toute façon, le lendemain, tu le sais encore presque. Ouais, ça m'est arrivé souvent, moi, dans les bus, de le rater, ce truc. Ouais. Peut-être pourri ta course parce que tu fais ça et t'es plus dans ta course. Soit tu l'oublies et du coup, tu angoisses de l'avoir oublié, ou tu sais si tu le sais. Enfin, c'est hyper psychologique comme truc. Ah ouais, moi, ça me stressait, hein, ce memory code. À chaque début de cours, je me disais, putain, la honte, quoi. Si je le rate, j'ai trop honte, quoi. Et encore, il faut le dire en français, mais si tu es dans une nation étrangère, il faut le retenir et le sortir. Leslie, vu ton niveau d'anglais ou le mien, je pense que c'est Louise. Et ma dernière question, cette fois-ci, elle est un peu plus technique pour ceux qui ont besoin de se lancer sur l'ultra. Tout à l'heure, vous avez dit il faut partir cool, il faut partir calme. À quoi ça correspond comme zone en fait, de ressenti pour vous ou de BPM maximal en termes de course et tout ça? Est-ce que ça serait de la zone 2, de la zone 3? Comment vous réfléchissez à ça? Moi, je dirais que ça reste quand même assez dur à dire. Alors, personnellement, je fonctionne pas avec les zones de la montre, par exemple. Après, ça peut être des repères à se donner à l'entraînement avant, sur ces sorties longues, à l'allure qu'on pense avoir sur la course. Après, sur le début de course, il y a du stress. Le cardio, moi, je sais qu'il va être hyper haut. En plus, j'ai mon petit déjeuner qui me reste sur le ventre, donc mon cardio, il est haut aussi à cause de ça. Mais c'est surtout de s'épargner les jambes et de se poser la question du rythme et de rester dans une relative facilité sur le début de course. Après, on se fait forcément un petit peu embarquer, hein. Même moi, je dis ça, t'as toutes les filles qui partent fortes, bah tu fais quoi? Tu pars un petit peu fort quand même, en soi, enfin plus que ce que t'aurais fait si t'étais tout seul. Mais moi, c'est plus, je dirais, au ressenti et puis à tester sur les sorties longues dans la préparation. Ok, ça roule. Et toi, Leslie, pareil? Non, moi, justement, j'ai été quand même surprise. Je suis partie vraiment doucement, mais moi, je suis plus aux alentours de... ma fréquence cardiaque maximale, elle est à 195 BPM. Et par exemple, quand je vais faire un 10 km, je vais être à 180, 185 BPM. Là, j'étais plutôt dans une zone de zone 2, zone 3. J'étais à 150 battements par minute, à peu près en moyenne. J'avais regardé un peu sur Strava. Et je suis vraiment restée sur cette zone-là. Et l'idée de ne pas avoir trop de variations. En fait, il faut vraiment rester dans ta zone d'endurance que tu peux tenir pendant des heures, hein, mais tu peux courir vite. Il y a aucun souci. Le plus important, c'est vraiment d'avoir ton apport glucidique. En fait, c'est ça qui fait que tu vas pas t'atteindre et t'arrêter. Du moment que tu t'hydrates et tu t'alimentes correctement, ton effort, tu peux le tenir pendant 8 heures à intensité assez intense. Ça, c'est faisable. Hein. Mais tu vois, je pense que c'est une grosse différence aussi entre ta performance et la mienne. Je mets quand même 1 heure de plus, ce qui est quand même vraiment un écart important. C'est que moi, j'arrive pas à m'alimenter autant. J'essaye de le faire régulièrement, de le travailler à l'entraînement et tout. J'espère progresser sur ça cette année parce qu'effectivement, oui, tu as carrément raison, le rythme, tu le tiens beaucoup mieux. Moi, je sais d'avance que je vais pas pouvoir m'alimenter sur des énormes quantités, donc je m'épargne d'autant plus aussi sur ça pour pas que ça me tombe dessus parce que j'arrive pas à m'alimenter, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un stress que beaucoup de personnes qui partent sur l'ultra ont. Hein. C'est Mallory, elle m'en avait parlé déjà avant. C'est que déjà, si à l'entraînement, au bout de 3-4 heures, tu n'arrives plus à t'alimenter parce que tu ne digères pas, tu as mal au ventre, ça te dégoûte. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, après, il n'y a plus rien qui passe. Et après, tu sais que ton corps, il va s'arrêter. Tu n'as plus de solution. Quoi. Donc, il faut vraiment essayer de varier au maximum les apports glucidiques. Tu peux avoir des pommes potes sucrées, un peu de sel aussi, il y en a qui prennent du sel, je sais pas si tu as appris, mais des gels, plein de choses différentes, des pâtes d'amandes, pour au cas où il y a un aliment qui passe plus, au moins tu as une autre chose, quoi. Et après, moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait fait énormément de bien, c'est à la zone de transition. En fait, moi déjà, la zone de transition, c'est hyper important. Ça, c'est un tips qu'il faut absolument essayer d'avoir. C'est moi, je sais que j'avais été vachement conseillée par Thibaut et à l'époque, j'étais sponsorisée et j'avais tout le matos en double. Donc du coup, en fait, je posais mon sac et je prenais mon sac et je repartais. Les filles, elles ont perdu énormément de temps à changer leur gourde, machin, récupérer d'une flasque à l'autre. Moi, c'était
hyper fluide et j'ai dû gagner facile 30 à 45 secondes sur ma concurrente à ce moment-là. Hein. Donc, c'est hyper important. Et moi, j'avais une bouteille d'eau de Saint-Yor, d'eau salée, hyper, avec beaucoup d'apports sels minéraux et c'était génial. Franchement, j'ai pris ça d'un coup et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que j'avais pas pris de sel et c'était hyper important et je suis repartie bien boostée après ça. Mais moi, je trouve que vous avez fait une transition à tout trouver justement parce que, en fait, la chose qui va poser problème sur ce type d'effort, forcément, c'est la nutrition. Pour le coup, j'en ai fait les frais sur mon marathon, donc je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, je ne me lance pas sur l'ultra parce que je suis incapable de prendre de la nutrition. Mon corps n'y arrive pas. Je suis dégoûtée très rapidement. Et vraiment, les gels, je trouve que du sucre comme ça, pur, c'est vraiment imprenable, quoi. Et du coup, comment est-ce que vous faites concrètement pour vous entraîner en run sur cette partie-là? Est-ce que vous avez des choses très concrètes? Est-ce que vous avez des exemples d'entraînement à faire? Alors, je ne parle pas d'un programme complet, hein, mais vraiment des types de séances où vous vous dites, bon, bah, en fait, je m'entraîne et puis je vais prendre de la nutrition. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui pour vous change entre, ok, je vais y aller en mode tranquille ou je vais y aller en mode compète? Là, j'ai entendu Mallory qui me dit, la seule différence, c'est la quantité de glucides que je vais prendre. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une différence d'entraînement, entre guillemets, entre quelqu'un qui veut faire ça plutôt chill, voilà, et quelqu'un qui veut vraiment commencer à faire de la compète, aller jouer le top 5, le podium? Bah oui, déjà, il faut s'entraîner. Si tu veux aller chercher les podiums, il faut déjà courir vite. Si déjà t'as pas performé et des entraînements au seuil avec des allures de course qui peuvent concurrencer les premières, c'est sûr que tu peux pas viser un podium. Donc voilà, la plupart des gens qui vont commencer un ultra, ils vont surtout mettre en avant l'endurance cardiovasculaire, donc des efforts très longs, mais ils vont assimiler ça à une randonnée aussi. Hein. Dis-toi que sur l'ultra, la plupart des gens, ils marchent énormément. Avec le dénivelé, en fait, c'est impossible de courir. De toute façon, même nous, hein, sur les vidéos, il y a beaucoup de portions où il y a trop de dénivelé. On marche même les premiers. Et voilà, donc eux, ils vont plutôt... il faut vraiment qu'ils mettent en avant l'endurance cardiovasculaire, donc partir sur des sorties. Donc, il faut être capable de sortir pendant 3-4 heures, rando-course, avec un cardio qui est capable de tenir aussi longtemps. Après, moi, je vais rajouter des séances seuil où je vais m'entraîner en colline avec un cardio très haut que je suis capable de tenir pendant 1h30, 2 heures. Je vais faire des séances de dénivelé, de montée. Je vais essayer de garder cette endurance musculaire trouver des montées qui durent 10-15 minutes pour essayer de les faire plusieurs fois pour m'habituer à cet effort parce que le dénivelé, il est très long à Morzine. Hein. C'est pendant une demi-heure, tu vas monter et puis derrière, il y a des descentes. Donc musculairement, tu as tes fibres musculaires des cuisses qui vont vraiment taper. Une séance d'endurance, une séance de dénivelé, hein, obligatoire. Hein. Si tu dois choisir, hein, c'est le dénivelé qu'il faut t'entraîner, hein, parce que musculairement, c'est ce que tu vas vraiment avoir le plus de difficultés le jour même. Même moi, j'en ai fini avec un genou en vrac, c'est que j'étais pas prête sur les descentes, donc musculairement, j'ai lâché. Hein. Et attends, après, si je devais être hyper précise sur ça. Quand tu as dit, moi je fais des séances au seuil où je garde mon cardio élevé pendant 1h30, 2 heures. Ça veut dire quoi? C'est une séance où le but c'est de faire du seuil et la séance dure 2 heures? Ou est-ce que c'est dans une séance de 3 heures ou 4 heures, je vais faire en plus de ça 1h30 au seuil? Et est-ce que tu fais des blocs ou est-ce que c'est 1h30, tu vois, à la suite, quoi, 1h30 d'un coup? Moi, à mon niveau, je suis capable de faire 1h30 de seuil. Tu vois, là, dernièrement, j'ai fait sur tapis, par exemple, tout bête, j'ai fait 10 minutes de montée à 8%, tu vois, et j'ai enchaîné avec 10 minutes de course à 15,5 km/h, et j'ai fait ça 3 fois, donc ça m'a fait déjà 1 heure d'un gros bloc, et puis après, je vais aller enchaîner, je vais aller faire du vélo derrière, pour avoir une endurance musculaire au niveau des cuisses qui va ressembler à ce que je vais aussi vivre sur un ultra, quoi, tu vois, encore travail musculaire intense. Et du coup, ça va augmenter ta séance et ça va te faire 2 heures, 2h30, parce que c'est l'effort que je dois tenir pendant presque 8 heures. Donc, si tu le fais pas pendant 3 heures à l'entraînement, tu as peu de chances de performer le jour J. Hein. Faut que ton corps s'habitue à ce genre d'effort long, hein, et intense. Et en termes de... Tu as parlé du dénivelé. Si tu devais donner une séance, là pareil, tu as dit, moi je fais une montée qui dure 10-15 minutes et puis je la fais plusieurs fois. Donc en fait, littéralement, tu t'échauffes, tu vas à ta montée et tu fais la montée comme ça, montée-descente 3, 4, 5 fois.
Et est-ce que Parce que j'habite dans une région où il n'y a pas de dénivelé. Tu vois Thibaut, tu vois ses sorties, Thibaut Jean, lui, il se fait 15 bornes, il a 2500 mètres de dénivelé. Bon, voilà, c'est bon, quoi, il l'a fait, son endurance. Ça va ressembler à la course de suite. Moi, j'adapte à mon environnement aussi. Je habite dans une région où c'est plutôt vallonné, donc c'est plutôt des collines. Après, j'ai une montagne, j'ai la montagne à Sainte-Victoire à Aix-en-Provence où tu peux aussi t'entraîner, mais c'est très caillasse, donc du coup les descentes tu peux pas trop courir, donc je me suis pas trop entraînée aux descentes et ça m'a coûté le jour J parce que musculairement j'étais pas prête. Du coup, ma question un peu plus poussée, c'est que quand tu fais ces montées-descentes, ça ressemble exactement à ce que moi je fais, mais la question c'est, tu l'as fait comment la descente? Tu l'as fait rapide, plutôt tranquille, ou plutôt moyen, tu vois, par rapport à ça? Je mélangerai pas une séance avec priorité montée et priorité descente. Je vais te faire une séance où je vais me mettre vraiment dans l'intensité sur les montées et je récupère sur les descentes. Et je vais faire un autre jour une séance où je vais activer vraiment la descente soutenue. Okay. Quitte à, même moi, ce que j'aime bien faire, je me rappelle, je faisais ça à l'époque, je faisais des descentes intenses. J'allais en bas et je te faisais des squat jumps, des fentes pour de remettre de l'intensité musculaire et tu repars. Voilà, t'as plein de... Parce que c'est sûr que si t'habites pas en Savoie, c'est compliqué d'avoir des dénivelés qui sont longs. Voilà, c'est le meilleur des entraînements, c'est de faire 1500 d'un coup, c'est sûr. Après, pour compléter sur les descentes, moi j'habite en moyenne montagne, donc j'ai l'occasion de faire du dénivelé. Par contre, j'ai pas forcément des dénivelés très cailloux et je trouve qu'il faut vraiment travailler les deux. Il y a les descentes un peu roulantes où on va allonger, on va mettre du rythme. Et il y a les descentes comme quand on descend directement de ce sommet à Morzine, là où tu es vraiment en train de marcher dans les cailloux. Et ça, c'est un truc assez spécifique que j'ai pas chez moi. Et là, soit tu vas travailler en excentrique à la salle, soit tu trouves des terrains qui ressemblent un peu. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment ces deux niveaux d'exigence sur les descentes et effectivement qu'il faut vraiment être prêt à encaisser, quoi. Ok, donc si je résume, là, finalement, il y a quand même une grosse différence, en tout cas pour aller chercher le podium, sur le fait qu'en entraînement, on va aller chercher exactement la simulation de la course. Alors moi, je parle vraiment pour des gens qui ne sont pas forcément en Savoie, parce qu'effectivement, en fait, monter la montagne et redescendre, ce qui est exactement ce que fait l'Ultra à Morzine, c'est le meilleur des entraînements, mais on n'est pas tous dans des régions comme ça. Je pense que la majorité des personnes ne le sont pas d'ailleurs. Donc moi, je note quand même ta séance assez hardcore sur tapis, Leslie, où tu enchaînes tes montées sur tapis, ton seuil, et après que tu vas quand même continuer à faire du vélo. Ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet finalement de faire du cardio long sans avoir trop d'impact non plus. T'as pas à continuer à courir encore 1h30 ou 2 heures, quoi. Donc, ok. Et ton côté, Mallory, toi, c'est vraiment prépa descente, quoi. Comment est-ce que tu fais pour être prête sur la technicité de la descente et maîtriser finalement articulairement le choc que ça va demander, quoi? Après, pour compléter, je pense qu'on court pour la performance ou qu'on court et que l'objectif, ça soit d'être finisher de la course. Je pense que les descentes, c'est vraiment un truc à préparer. Alors, que ce soit par du spécifique, si on habite un peu plus en ville, par du renfort, sur de l'excentrique, aller chercher des éléments pour le travailler. C'est pas juste un élément de performance pour aller chercher un chrono. C'est aussi un truc qui peut vraiment empêcher de finir la course. Faut que le corps, il soit prêt à encaisser ça. Et puis, le but, c'est surtout, moi, je trouve que la priorité, c'est toujours de pas aller se blesser. Et du coup, ça c'est vraiment un truc qui peut créer des blessures si on l'a pas préparé. Donc, à tout niveau, s'attendre à faire des descentes, à la fois des descentes roulantes, à la fois des descentes techniques et à encaisser ça, c'est hyper important, je pense. Moi, je rebondis exactement sur ce que tu as dit. C'est qu'on en a parlé dans le dernier épisode, là, sur notre première piste avec Clémence. Moi, c'était Andorre. Andorre, ce qui m'a démonté, c'était la descente. Elle était interminable. C'était pas courable du tout. C'était tellement abrupt, en fait, que moi, quand je descendais, c'était à la hauteur de hanche. Donc, c'était comme si je descendais des escaliers qui avaient des marches de 1m10. Et en fait, c'est ça qui m'a achevé. Finalement, ça allait plutôt bien au début de la descente. Et puis, en fait, au moment de la descente, je me suis fait doubler par 5, 6, 7, 8 filles. Et en fait, j'en pouvais plus. J'ai lâché mentalement parce que ça me faisait mal aux hanches à chaque pas, quoi. Et j'arrivais pas avec mes chevilles à garder le rythme. J'arrivais pas avec ma structure, pas mon cardio, parce que mon cardio, du coup, était redescendu à 100 BPM par minute. Donc, ça ne sert à rien. Donc, tu n'es plus dans l'effort. Et en fait, ce qui a lâché, c'était vraiment structurellement, je ne supportais plus le descente. Donc, effectivement, pour moi, ça, c'est pour ça que je te posais aussi la question, Leslie, de comment tu travailles la montée versus la descente. Parce que moi, j'ai été vachement plus dans, maintenant, je vais aller taper des séances de descente où la montée, je vais la faire, on va dire, pas en EF, parce que finalement, franchement, monter en EF, tu finis par marcher, mais à un rythme, on va dire, acceptable, pour après tabasser dans la descente. Et j'ai remarqué que vraiment, quand on n'a pas l'habitude,
Mais moi, c'est les lendemains matins des séances descente, je suis plus fracassée que les lendemains matins des séances montées à balle, quoi. Vraiment, d'un Ah point de oui. vue structure, les séances descente, je pense qu'on les travaille pas assez, quoi. Ah ouais, complètement. Bah, de toute façon, c'est connu, hein, tu casses tes fibres musculaires sur les descentes, hein, Exactement. et puis le plus compliqué, c'est qu'en compète, c'est des très longues descentes, en fait. Ouais. Et des très longues descentes, t'en trouves pas Dans nos dans nos endroits. montagnes, dans Ouais. nos collines. Ouais, je suis Ouais. d'accord, c'est ça. Moi, ma plus grande descente, je crois que c'est pareil, ça doit être 2 kilomètres, c'est la même chose que la montée. Et en vrai, que des moments où j'arrive en bas, je suis vide, quoi. Et après, je me dis, allez, il faut repartir dans la montée. Et là, c'est vraiment difficile. Et des moments, je me dis, en fait, ce qui est difficile, c'est la montée après la descente, pas la montée toute seule, parce que tu as effectivement détruit les fibres musculaires à ce niveau-là. Après, ça peut se faire sur le renfort aussi, hein. Tu peux faire beaucoup plus de renfort spécifiques sur les quadris, en travaillant en excentrique. Tu vois, tu vas faire, je sais pas, la musculation, les leg extensions, tu as une flexion-extension de la jambe, bah, tu retiens sur la descente. Ça, c'est exactement le même travail que tu vas avoir, hein. En complément, tu peux faire du spécifique sur... Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Parce que moi, je fais du coup, vu que j'habite à Paris, qu'il n'y a pas de descente, quoique à Montmartre, ma petite montagne qui fait genre 120 mètres de dénivelé, elle est pas mal. Et pour moi, j'ai dû aller chercher en ville vraiment la grosse descente que je fais vraiment très vite. Et ça me simule plus pour moi que le renforcement musculaire en excentrique. C'est que je fais vraiment les descentes à Paris très 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 vite. Donc j'essaye vraiment de fracasser. Donc aller chercher finalement l'effort cardiaque et faire monter mon cardio dans une descente, il faut vraiment que j'aille pousser sur la vitesse parce qu'en fait sinon le cardio ne monte pas. Mais j'essaie d'aller chercher le cardio seuil haut, voire limite de faire de la VMA en descente pour avoir l'équivalent de la déchirure musculaire et entre guillemets de l'effort que ça va donner, que ça va faire ressentir sur mes chevilles et mes hanches en faisant vraiment des séances vitesse en descente. Et c'est que comme ça où j'arrive à simuler les descentes hyper longues qu'on peut avoir en montagne. C'est vraiment en allant fracasser dans la descente sur de la route, parce qu'en plus la route du coup c'est horrible en termes de ressenti, il y a zéro amorti. Et là effectivement tu as tendance à te, entre guillemets, à fracasser les chevilles et les hanches, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus proche de la descente qui dure 2 km, 3 km et demi, quoi. Ouais, mais justement, t'es à la limite de la blessure en faisant ce Oui, genre de séance aussi, quoi. c'est ça le problème. Exactement. Ouais. Mm. Et c'est pour ça que je disais autour de ça, parce que moi, l'excentrique, en fait, ça, c'était pas suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais assez forte niveau excentrique musculaire. Donc, j'avais pas forcément ce problème de déchirure. Par contre, ce qui lâchait, c'était les articulations. Les genoux, tu vois, comme tu l'as mentionné, Leslie, moi, c'était les chevilles. Et donc, la seule façon que j'ai eue de le faire, toute proportion gardée, c'est quand même d'aller chercher la descente vraiment très rapide. Mais enfin, vraiment, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment aller chercher le cardio très haut dans ces descentes. Et là, ça donne à peu près, pour moi, l'effort qu'on va avoir structurellement en descente en course, quoi. Voilà. Après, je dirais que ça dépend des formats aussi. Enfin, je reviens sur mes descentes un peu cailloux qui seraient plus type descente d'escalier, parce que tu as vraiment des types de descentes différents. Et je trouve que ces descentes plus dans les cailloux, tout ça, tu vas vraiment... Enfin, sur le renfort, moi, je sais que j'ai vraiment besoin de travailler la stabilité des genoux, par exemple, des trucs comme ça pour éviter les blessures. Et je trouve que tu les descends différemment, tu les encaisses différemment et que musculairement, bah, c'est pas la même chose. Mais je pense que c'est déjà très bien ce que tu fais et qu'après, bah, ça dépend des... Toi, tu prépares pas l'ultra en l'occurrence, donc je pense que c'est largement suffisant et très bien pour voilà, les super, les formats un peu trail où justement tu vas envoyer fort dans les descentes. Après, c'est hyper compliqué hein, quand on habite en ville. Ça demande aussi du mental, mine de rien, d'aller faire des séances où tu fais du renfort, tu fais de la descente en boucle. Enfin, franchement, tu as le courage de faire ça. Et de toute façon, il faut le courage, mais c'est moins ludique que d'aller courir en montagne et d'aller faire des descentes un peu longues. Exactement, ça dépend vraiment du terrain. Donc finalement, si on devait résumer, il faut mieux aller faire des week-end shocks de trail en montagne, se prendre un petit week-end et se dire, allez, je vais dans les montagnes et je vais travailler le spécifique, plutôt que d'aller faire trop de séances en ville. Parce qu'effectivement, le plus on est spécifique, le plus on est proche finalement du terrain, le mieux ça sera. Donc, c'est vrai que moi, je suis aussi passée sur ça. J'ai été mixer des week-ends à la montagne comme étant des week-ends de relax versus des week-ends d'entraînement, quoi. Donc je me déplace vraiment maintenant volontairement pour m'entraîner, soit dans des collines, soit carrément des montagnes où je me dis bah là c'est bon, j'ai un bon site d'entraînement et puis bah, je vais travailler très spécifiquement sur ce week-end-là. Parce que effectivement, sinon, je pense vraiment qu'en ville, c'est pas suffisant. Ça sera jamais suffisant pour s'entraîner, en tout cas correctement pour une ultra, pour performer. Et même pour les beasts, honnêtement, pour les beasts, pour performer, c'est pas suffisant. Je sais que ça suffira pour
terminer, pour l'Edge Group potentiellement ou pour l'Open. Mais pour de l'élite, pour moi, ce qui m'a fait vraiment monter d'un niveau, c'est d'aller faire des week-end shocks et d'aller dans le spécifique de la montagne, dans les collines. Et Corville, même en faisant les séances les plus difficiles qui soient, j'ai jamais réussi à simuler le niveau de difficulté de Morzine ou de Andorre ou même d'Esterel. Alright, bon, là, on a fait un bon tour sur le run. On n'a pas trop parlé des obstacles. Est-ce que vous avez une technique d'entraînement spécifique pour l'ultra sur les obstacles ou est-ce que finalement ça ne change pas grand-chose des autres formats? Et est-ce que vous avez potentiellement une ou deux séances type d'entraînement sur les obstacles que vous pouvez nous partager? Idéalement, toujours pour se rapprocher du spécifique, faire par exemple dans la même journée ou un week-end choc sur 2 jours, une sortie longue où on encaisse un peu de course à pied et un entraînement obstacle où on va faire de la course à pied, faire des obstacles. Et moi, je trouve que c'est essayer de trouver des solutions pour passer les obstacles de façon efficiente. Et puis, des fois, peut-être avoir 2 solutions dans la poche si on a des crampes ou des trucs. S'entraîner de toute façon dans la mesure du possible sur ça. Ouais, moi, c'est vrai que pour moi, il n'y a rien de mieux que les expériences de course qui te font progresser sur les obstacles parce que la technique sur l'obstacle réel que tu trouves en Spartan, tu as du mal à vraiment la reproduire dans tes entraînements quotidiens. Donc, le jour où tu te déplaces sur un événement Spartan, enchaîne la sprint en mode cool pour t'exercer sur les obstacles et fais minimum 2 courses pour engager de l'expérience, quoi. Même quitte à une année faire beaucoup de courses, mais au moins c'est acquis après et puis tu connais tes techniques et puis après tu peux être serein de ce côté-là et travailler plus spécifique après l'entraînement. Moi, je mélange pas trop course-obstacle. J'aime bien me faire des circuits training où je mélange portée et suspension, où je vais faire 5 exercices. Allez, je vais faire un exercice il me faut juste une barre de traction, hein, c'est suffisant. Une barre de traction, je vais alterner, soit je me suspends pendant 30-45 secondes, soit j'alterne bras droit, bras gauche. Après, je vais faire un exercice de portée, donc soit je vais courir avec un poids sur l'épaule pour ressembler un peu à ce qu'on a en farmer carry, ou alors je vais faire farmer walk. Ça, je l'ai découvert depuis cette année, depuis que je fais un peu d'Aerox. Là, je me régale avec cet exercice. Je trouve qu'il est vraiment top parce que tu portes des poids lourds et moi, jusqu'ici, je portais pas trop des poids lourds. Et quand tu prends 2 kettlebells de 24 kilos et que tu marches assez longtemps et que tu combines ça après avec une suspension, c'est vraiment ce que tu vas reproduire en Spartan Race parce que jusqu'ici, moi, je m'entraînais que sur des suspensions. J'en ai fait beaucoup. Et en fait, ça fonctionnait pas parce que le jour de la compète, on fait pas que des suspensions parce qu'avant l'obstacle de suspension, t'as un porté de sac de sable que tu dois prendre du bout des doigts qui te ruine ton grip. Donc, du coup, t'arrives sur l'obstacle de suspension, c'est pas possible. Donc, il faut avoir un step de plus, c'est-à-dire être capable d'enchaîner obstacle de portée avec le grip qui est important, plus la suspension pour avoir l'ambition de réussir un obstacle en Spartan Race. Donc, il faut le faire à l'entraînement. Donc, un porté, un exercice de suspension. Je vais mettre du cardio, mais plus je vais mettre des burpees ou alors l'autre fois, j'ai mis un peu de vélo. Mais tu peux faire aussi course sur tapis ou des allers-retours en courant. Et après, je vais reprendre un kettle, puis je vais te faire des thrusters, des squats avec 16 kilos à porter, voilà, et je vais faire boucle et j'en fais. Moi, je fais beaucoup pour ressembler à la course que je me prépare pour soit une piste, soit moi en Spartan Race, ce qui me plaît, c'est quand même la piste. Du coup, l'idée c'est d'avoir une endurance de force sur des exercices qui sont assez longs. Donc moi, je fais ça pendant 1h15, 1h30 s'il faut. Mais y aller progressivement, commencer par 3 tours, 4 tours, 5 tours, voilà. Mais ça ressemble à ce que tu trouves en Spartan Race du coup. Faut aller chercher en fait la fatigue vraiment musculaire du grip que tu vas retrouver en Spartan Race. Il suffit pas juste de savoir se suspendre. Il faut vraiment réussir à avoir cette endurance de préhension que vous faites sur l'escalade. Je vois que moi j'ai pas l'occasion d'aller faire de l'escalade dans mon emploi du temps, mais c'est ça, l'escalade c'est l'idéal aussi. C'est des temps de suspension qui sont très longs et du coup tu habitues tes avant-bras à tenir cet effort.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me rappeler pour préparer mon premier ultra. Effectivement, je crois que je croisais course à pied, sortie longue, et puis des fois même j'enchaînais dans la même journée ou juste après, j'allais grimper effectivement. Et ça m'a fait progresser, je pense, sur le grip et le fait d'arriver à encaisser. Après, on fait toujours avec les solutions d'entraînement qu'on a. Moi, c'est l'escalade, tu vois, toi, c'est du spécifique sur des barres ou quoi. En fait, moi, je serais curieuse de connaître finalement la difficulté des obstacles de suspension en ultra versus ce qu'on peut faire en beast ou en super. On en avait mentionné, Clémence, dans un autre épisode, que j'ai une beast ou une super, j'ai un cardio qui est toujours à 180. Et en fait, quand j'arrive sur les obstacles de suspension, c'est exactement ce que tu disais, Leslie, j'ai plus du tout la force de grip que j'ai quand je suis à la salle ou même quand je suis un peu tranquille et que j'enchaîne à l'escalade des blocs. Même sans avoir les avant-bras congestionnés, j'ai une... en fait, j'ai pas de force, j'arrive pas à récupérer la force que je peux avoir développée en entraînement parce que mon cardio est à 180. Et donc, fondamentalement, j'avais été regarder scientifiquement qu'est-ce qu'il disait. Il disait qu'effectivement, si par exemple, tu peux tenir le dead hang en mode je suis pendu à la barre 1 minute, en fait, avec un cardio à 180, tu peux diviser par 6 le temps de max suspension que tu peux avoir. Du fait de, en fait, ton cardio ne peut pas être utilisé pour le côté force. Et c'était vraiment une stat qui m'a choquée de me dire waouh, en fait, tout ce que j'ai en max suspension ou en max grip, tu peux être divisé par 6 parce que mon cardio est au taquet, quoi. Et du coup, quand tu es en ultra, est-ce que c'est plus simple ou moins simple qu'une beast ou une super sur les obstacles de suspension? Parce que tu as quand même le cardio moins haut, mais tu as la fatigue de la course, du coup. Est-ce que ça se contrebalance? Après, moi, que j'ai pas fait de championnat du monde ou d'Europe sur du court, sur du 10 ou du 5, mais sur les formats 10 et 5, ça s'enchaîne beaucoup plus les obstacles que sur un ultra. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simple sur l'ultra que sur un 5 km ou un 10 km parce qu'ils vont t'enchaîner les obstacles. L'ultra, c'est assez espacé. Hein. T'as pas trop d'enchaînement. Il n'y avait pas trop d'enchaînement sur... donc, tu as le temps de récupérer au niveau du grip. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé ma première année en élite, j'observais vachement Inès sur les courses quand j'étais à côté d'elle. Et elle ralentissait énormément, en fait. Avant l'obstacle, elle marchait, relax, tranquille. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Moi, j'étais à fond et tout. Et puis, en parlant après avec elle, elle me dit, mais non, mais tu as besoin, en fait, de que ton cardio baisse énormément pour te concentrer. Et c'est vrai que moi, j'arrive, je suis au taquet à fond, je suis folle, tout foufou. Et je fais n'importe quoi parce que je suis pas lucide. En plus, je suis main droite, main gauche, je sais plus. Alors, ça demande beaucoup de concentration. Il faut calmer son cœur. Et ça c'est sûr que ça s'apprend. Maintenant, moi, je le fais. Avant, je le faisais pas. Et c'est important de ralentir avant l'obstacle. Mallory, est-ce que toi, tu as une dernière chose à ajouter sur ces obstacles? Toi, tu as quand même fait là 200%, si je me trompe pas, sur les FNS, ou pas loin. Donc, toi, pareil, en ultra, vu qu'ils sont espacés, tu es plutôt confiante sur les obstacles de grip? Ouais, je rate que le javelot sur les 2 courses. Par contre, il y a aussi la question de est-ce que je sécurise trop? Moi, je prends les petites 10 secondes de récupération, un peu comme on a tendance à faire sur un WOD de CrossFit avant de passer l'obstacle. Mais en tout cas, sur l'ultra, je pense qu'effectivement, la solution, là, c'est vraiment de souffler 10-15 secondes avant l'obstacle et puis de réfléchir comment on va le prendre parce que là, la pénalité, elle va nous coûter un peu plus cher alors que 15 secondes sur l'ultra, voilà, on va pas s'arrêter sur ça. Donc ouais, d'essayer d'être un peu focus sur comment on le passe et puis de pas cramer du jus pour rien. Et je pensais aussi, moi j'ai beaucoup de copains sur l'ultra qui ont été embêtés par le fait d'avoir les mains qui pètent. Parce qu'il y a beaucoup de suspensions qui se ressemblent toutes. Je pense que c'est un truc aussi de se préparer au niveau du grip, ça va nous préparer musculairement, mais de aussi préparer les mains au niveau de ça. Alors, mais ça c'est vraiment moi sur mon premier ultra, je m'épluche les mains sur le tout dernier obstacle. Du coup, il y avait plus d'obstacles après, donc c'était voilà. Mais il y a des gens, ça leur arrive beaucoup plus tôt dans la course et c'est hyper handicapant parce qu'en fait, ils peuvent plus rien tenir dans leurs mains parce qu'ils ont les mains des ampoules qui ont pété, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc. Si on travaille le grip ou quoi, bien mettre de la crème après pour que la peau elle se répare et puis vraiment essayer de préparer sa peau comme on peut pour éviter que ça arrive aussi. Eh ben, je pense qu'on a bien fait le tour. J'ai presque envie de faire l'ultra, mais vraiment, le mot-clé, c'est presque. Je pense que je vais rester sur de la super et de la beast. J'aimerais aborder le dernier sujet ici pour l'entraînement sur l'ultra. Ça serait le côté stratégie de course, peut-être un peu plus mental. Qu'est-ce qui vous fait pas lâcher? Toi, Delcy, t'as dit, moi, j'ai toujours la même énergie, ça a l'air d'aller. Il y a quand même un moment, c'était un peu plus dur. Toi, Mallory, t'as dit plutôt, au milieu de la course, je sens un peu que je suis fatiguée. Finalement, mentalement, et comment on fait pour pas lâcher, quoi?
Bah, ça, c'est propre à chacun. Je sais que moi, j'ai une personnalité qui est très positive, donc naturellement, bah, je sais que je vais là pour la course, bah, c'est que du sport, hein, faut se faire plaisir. Et, aujourd'hui, je suis championne du monde, demain, je suis blessée, je suis plus rien, donc faut relativiser l'effort, et se dire que bah, c'est déjà une chance d'y être. Donc de suite, ça remet les choses à leur place. Après, moi, je sais que je suis un peu en mode robot. C'est-à-dire que à un moment donné, je ne sais même plus où on est, quel nombre, quel nombre de kilomètres il reste, ou je sais pas, j'ai des trous noirs. L'autre fois, je me rappelais, je regardais la vidéo de l'ultra et je me suis rendu compte que je me rappelais plus du tout de tout ce passage-là. Je sais pas ce qui s'est passé, comment je suis arrivée. Je me vois plus repasser ces obstacles. Donc voilà, faut vraiment y aller step by step en se disant bah moi j'avais quand même fait un petit repérage de la course sur une carte, tout ça, je savais qu'il y avait des ravitaux. Donc voilà, je me dis je vais jusque là, au 10e kilomètre, je vais jusqu'au 20e, après je rajoute. Je pense pas à 8 heures d'effort, sinon c'est impossible, voilà, j'aurais baissé les bras rapidement. Faut vraiment y aller étape par étape et puis finalement ça passe un peu comme une séance, peu importe. Moi je sais que là il y a pas longtemps j'ai fait une séance VMA, il fallait être pendant 6 minutes à fond. Bah la première minute je me dis mais j'y arriverai jamais, et puis step by step, 1 minute de plus, et puis après voilà tu fais le meilleur temps possible, quoi. Donc voilà, et puis bah, penser au pourquoi on est là, quoi, pourquoi on a fait ça, et puis garder cet objectif en tête tout le long. Et moi, c'est mes enfants qui me donnent la force. Donc je pense à eux, et puis je leur dis qu'ils seront fiers de leur maman. Donc ça me booste, quoi. Puis j'ai pas envie de leur montrer que l'image d'une maman qui baisse les bras, et que voilà, j'ai envie de leur montrer que bah, quand on se challenge et qu'on veut aller au bout de quelque chose, bah voilà, on peut le faire et tout est réalisable. De ton côté, Mallory, toi, c'est quoi mentalement qui te fait un peu tenir, ou qui te remotive quand t'as un coup de mou, quoi? Bah, moi déjà, j'essaye de rester vraiment concentrée sur ce que je fais, sur ce que je dois faire, sur mon alimentation, sur les obstacles, comment je les passe. En fait, je recheck très souvent pendant la course. Je sais que j'ai 4 ou 5 points auxquels je repense mes 50 fois dans la course. C'est mon allure de course, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il faut que je m'alimente plus? Parce que ça, c'est vraiment le truc qu'on peut oublier pendant la course, et qu'après, bah, quand on a un coup de barre, j'ai oublié de m'alimenter, quoi. Qu'est-ce que je fais au prochain ravito? Le memory code, forcément. Et du coup, ça évite aussi des fois de partir dans des pensées négatives ou autres, de vraiment se reconcentrer. J'avance, qu'est-ce que je dois faire là? Les obstacles, ça nous empêche aussi un petit peu de partir dans nos pensées, parce qu'en fait, il y a un truc qui va nous reconcentrer. Il y a des longues périodes de run où il y en a moins aussi. Et pareil, à un moment donné de la course, après la transition, je passe 4e. Pour moi, un peu truc de ouf, parce que c'est mon premier ultra en élite, et déjà faire top 5, j'étais très contente. Mais pour autant, je me suis dit, pars pas dans tes émotions en te disant la course, elle est faite et tout. Je me dis, il reste en fait 15-20 bornes, et de vraiment rester concentré, en fait. Pas se dire, ça va marcher de ouf ou ça va être catastrophique. Se dire, qu'est-ce que je fais, à quel rythme je dois être, et vraiment essayer d'être régulier et intelligent, quoi. C'est super précis, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir cet aspect-là. Une petite liste de checkpoints, franchement, elle sera utile pour beaucoup de monde. Je pense qu'ils penseront à toi, ils feront leur petite liste aussi. Mais je retiens, vraiment, parce que vous avez toutes les deux quand même cette stratégie d'ancrage finalement mental sur quelque chose tout au long de la course. Donc toi, Leslie, bon, c'est plutôt le côté positif, du discours très positif de tes enfants, de penser à pourquoi tu le fais. Mais toi, Mallory, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que tu te réancres dans « Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui ?» checklist, ma to-do, et comme ça, en fait, ça vous permet toutes les deux de revenir dans l'instant présent, de ne pas partir dans des pensées négatives, négatives, ou des pensées complètement en fait euphoriques sur ah bah ça y est j'ai gagné, quoi, ce qui aurait pu aussi t'arriver, Leslie, quand t'es passée première. Donc c'est vraiment ce truc de, en fait, on reste présente dans la course, dans le moment présent, dans ce qu'on est en train de faire jusqu'au bout, que ça soit positif ou négatif. En fait, juste on est là, c'est sérieux, on est concentré et on kiffe, tout en restant finalement bien à ce qu'on est en train de faire, quoi. Je pense que Clémence, on a un ou deux trucs à apprendre de ça, nous, de notre côté. Oui. Ok, alors comme on va arriver vers la fin de cette première partie sur l'ultra, moi j'ai envie de dire,
Avant de passer au rapid fire question, juste pour conclure, si vous avez un mot pour vous, ce que représente l'ultra Spartan, moi j'aurais envie de dire, est-ce que c'est une apogée ultime de la carrière Spartan? Est-ce que c'est juste du kiff? Ou est-ce que c'est donner envie de suivre, une image en fait à d'autres gens pour les encourager à s'y mettre? Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être vraiment en 3 mots, quoi? Bah, c'est une expérience, hein. Déjà, c'est une expérience sportive. Déjà, de se retrouver à Morzine, en Haute-Savoie, dans un site aussi magnifique. Déjà, je pense que c'est une belle expérience, une belle aventure sportive à vivre. En plus, si tu découvres les Spartan Race, je pense que c'est un des plus beaux sites de France. Donc, faut aller faire celle-là, ça, c'est sûr. Eh ben, c'est super. Est-ce que Clémence, tu peux nous faire la petite transition pour terminer ce sujet ultra sur les rapid fire questions? J'aime bien, je sais que tu les aimes bien pimentés. Alors, est-ce que tu nous présentes un peu cette section? Bah voilà, ma section préférée, qui était la tienne à la base et que je t'ai shippée au fur et à mesure des podcasts, parce que je trouve qu'elle me correspond bien, cette section. Donc, j'aime bien fonctionner par thématique, comme aujourd'hui la thématique c'est l'ultra. On va avoir des rapid fire questions spéciales ultra. Du coup, c'est intéressant d'avoir vos réponses à toutes les deux, Leslie et Mallory. Donc, la première, on a beaucoup parlé des portées. Donc, sur un ultra, est-ce que tu préfères augmenter encore plus le poids sur tous les portées ou augmenter encore plus la longueur des portées? Ah, la longueur. La Non, pas longueur. lourd, attends, on pèse 50 kilos toutes mouillées, nous, laisse tomber. Hein. On peut pas porter plus lourd, là, on s'effondre. Ok, c'est unanime alors. Unanime. Peut-être que la suivante, elle sera moins unanime. C'est encore sur les portées, parce que ça a vraiment fait beaucoup débat. Est-ce que vous préférez faire tous les portées en montée ou tous les portées en descente technique? En montée. Descente technique, non, l'enfer. En montée, c'est un coup à se faire la cheville en descente. Ouais, c'est dangereux. Bon, c'est toujours unanime, décidément. J'aurais espéré diviser un peu plus l'assemblée. Peut-être que la prochaine, on verra. Là, on est sur un autre registre. On est sur est-ce que tu préfères avoir les mains qui pètent ou des ampoules aux pieds sur ton ultra? Moi, je dirais les mains qui pètent, parce que les ampoules aux pieds, pour courir, c'est l'enfer. Alors que bon, tu rates, si tu peux pas faire les obstacles, les de suspension, par exemple, bah, tu feras la pénalité. Mais non, les ampoules aux pieds, c'est trop dur. Je dis la même chose. Après, ça dépend avoir des ampoules à quel point. C'est la petite ampoule qui est pas méchante qu'on peut courir avec. Mais non, c'est sûr que, comme on disait, c'est quand même le run le plus important. Donc, Mais j'avais pris des pansements, moi, dans mon sac. Hein. J'avais des compides, au cas où j'aurais eu des ampoules. Ah oui, complètement. Ouais. Il vaut mieux le prévoir, que ce soit main ou avoir un petit peu de strap aussi dans son camelback. Ça peut aussi sauver la mise si on a juste une ampoule dans la main qui n'est pas encore en train de péter, mais presque. Il vaut mieux la strapper au moins. Ça nous fait une couche de peau supplémentaire. Ça peut quand même être un peu utile. Alors, la suivante est plus psychologique. Tu préfères courir seul et sous la pluie tout l'ultra ou être bloqué avec quelqu'un qui te parle de sujets chiants sans arrêt pendant toute la durée de la course? Seul sous la pluie. Ça atteindrait trop mon mental. Quelqu'un qui va... Non, laisse tomber. C'est horrible. Quelqu'un qui te parle comme ça alors tu as besoin de te concentrer, te vider la tête. En plus, ce qui est trop bien justement à Morzine, c'est le silence de la nature, quoi. Tu vas pour ça, quoi. D'être tranquille pendant 8 heures, quoi. moi, je sais pas. Ça peut être divertissant aussi. Au pire, tu l'écoutes pas. Ouais. Moi, j'avais les copains. Moi, c'était bien. Moi, j'avais un peu de compagnie. Oui. Puis là, en plus, c'est bien précisé dans la question de sujets chiants. Donc, j'imagine que ceux que tu as croisés sur ton ultra, les sujets étaient pas si chiants, sinon tu l'aurais mal vécu. C'est ça. Alors moi, j'aime beaucoup quand même Mallory qui dit « Oh, en vrai, moi, une petite radio un peu boring tout le long, pourquoi pas, quoi, ça me dérange pas. » Le problème, c'est aussi c'est seul et sous la pluie. Le problème, c'est aussi la pluie, quoi. Moi, je pense que j'aurais pris radio sujet chiant à côté parce que vraiment, la pluie sur un ultra, je peux pas, c'est rédhibitoire. Pareil. Je fais un did not start. Je pense que je reste au lit. Clairement, 60 bornes sous la flotte, c'est mort, quoi. Après, moi qui suis compétitif, quand il pleut, je me dis, il pleut pour tout le monde, c'est dur pour tout le monde. Et si on est bien équipé, qu'on s'y est préparé à l'entraînement et tout, ça peut le faire quand même. Donc, moi, je dis toujours, faut tout préparer à l'entraînement. En vrai, il pleut, tu vas courir, parce que si ça se trouve pour l'ultra, il va pleuvoir, t'en sais rien.
Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est quand même pas agréable déjà sur un 10 bornes, alors enfin sur un Oui, non, mais c'est vrai. quand même. C'est warrior, Mallory. C'est une Ouais. warrior. Il pleut, il neige, elle y va, elle s'en fout. T'es obligée dans ta région, toi. C'est vrai. Et la dernière pour clore du coup les questions spéciales ultra. Est-ce que c'est mieux d'avoir envie d'aller aux toilettes pendant 30 km ou d'avoir une crampe qui revient toutes les 20 minutes? Oh là J'ai là. dans la tête en mode, Ouais, c'est quoi d'aller ces aux questions? toilettes. Non, la crampe, tu peux ne pas finir la course avec des crampes. Hein. Mm. Non, Elle passe. Elle vient. enfin, elle passera. Elle passe ou pas la crampe tout le temps. Ouais, mais elle revient. C'est. Elle revient. bien. Elle revient, du coup, t'es en stress quand elle revient. Ah non, ouais, je préfère aller aux toilettes. Non, mais en parlant de ça, mais rien à voir. Moi, le jour de l'ultra, j'avais mes règles. Non, mais le délire. Je me lève, je dis, je mes règles, je dis, non, mais c'est pas possible. Et dans ma tête, je me dis, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Et j'ai mis mon tampon, mais en fait, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin de m'arrêter, ni rien, quoi. Mais en fait, l'effort a coupé les règles. C'est-à-dire que pendant 8 heures, après, j'ai pris très peu de saignements, quoi. Mais heureusement, mais ça m'a déstabilisée mentalement. Hein. Je me suis dit, mais oh, la galère de plus, quoi. Mais c'est vrai que parfois, il vaut quand même mieux que ça tombe sur le premier jour des règles que le jour d'avant les règles, où tu as le ventre qui est complètement gonflé, où tu es au bout de ta vie, tu n'as rien pour te battre, tu as le mental à plat. Et c'est vrai que l'effort physique, ça m'a fait ça à Orthé aussi. C'était jour 3, donc c'est pas le pire. Mais franchement, j'ai pas eu mes règles de la journée. En fait, tellement la biste avait clos le truc, quoi, caché. Ah ouais, je pense que ça arrête tout. Terminé le cycle. Bon, t'as pas répondu, Mallory. J'ai oublié la question. Alors, est-ce que tu préfères avoir envie d'aller au oui. pendant 30 km ou avoir une crampe qui revient toutes les 20 minutes, mais qui repart, mais qui revient? Non, bah si elle repart, je vais prendre la crampe quand même. Mais après, oui, c'est un vrai sujet, avoir envie d'aller aux toilettes. En vrai, moi, je connais des personnes qui se prennent un petit kit parce que c'est vraiment une problématique que les gens rencontrent. Alors moi, je la rencontre pas, je sais que j'ai pas besoin, mais du fait de l'alimentation ou autre, en vrai, c'est un vrai problème que les gens peuvent rencontrer. Et j'ai une copine, en vrai, je vais pas dire son nom, mais elle part avec son rouleau de papier toilette sur l'ultra, hein. Parce que quand tu es en plein milieu de la nature, faut penser à comment tu vas faire, ouais. Du coup, rajoutez ça dans votre camelback aussi, éventuellement. Effectivement. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut être préparé aussi à toute éventualité de toute façon pour un ultra. Je pensais à ça quand j'ai dit j'ai oublié la question. En fait, moi, il y a un monde où j'ai mes règles qui tombent pour l'ultra cette année et je me dis mais la galère parce que moi, quand je suis en course, là, je les avais à Carcassonne, elles s'arrêtent pas pendant la course. Hein. Donc pendant 8 ou 9 heures, non, j'espère que ça sera pas le cas vraiment. Ouais, non, c'est galère. C'est effectivement ça, c'est très drôle. Donc là, petit instant féminin, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. J'ai 3 ans, je crois que mes règles arrivent toujours sur la super amorzine. Mais du coup, tu le sens vraiment, en fait. Enfin, c'est vraiment ce truc de... Moi, il y a 2 ans, j'étais en mode, mais comment je vais faire? Et j'ai, bien sûr, comme toi, Leslie, en fait, avec l'effort qui approche, l'intensité de l'effort, le corps le sait, le cerveau le sait. Et donc, tu as cette abstraction, je pense, Mallory, tu verras, hein, mais y a cette abstraction du corps de dire, c'est pas le moment, on a autre chose à faire. Donc, effectivement, ça coupe, ou du moins, tu ne sens pas que tu les as. C'est vraiment un sujet, je trouve, qu'on ne mentionne pas à ça, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, vous, les filles. Moi, j'ai quand même une fatigue, même si ça l'arrête, même si ça peut les arrêter, j'ai une fatigue supplémentaire en course. Et j'ai on va dire, un mental peut-être un peu moins fort. Je sens que je suis un peu moins là physiquement, quoi. Si, si vous l'avez déjà fait. Je sais pas, toi, Leslie, est-ce que tu t'en as vraiment pas eu? Non, moi, j'ai pas trop de changements hormonal en fait pendant mes règles. J'ai jamais eu trop de soucis là-dessus, quoi. C'était plus là le stress de la durée de course, comment je vais faire, je vais m'arrêter. L'organisation, en plus c'était filmé. Ouais. Elle va où dans la forêt? C'était plutôt ça mon stress, mais non, ça va. Moi, j'ai pas trop elles sont pas très fortes, donc j'ai pas trop de changements là-dessus. Mais j'imagine que oui, c'est un sujet. Hein, tu le vois, t'as beaucoup d'athlètes de haut niveau qui en parlent, qui forcément ça change l'effort. Hein, donc sur beaucoup de femmes. Hein. Toi, Mallory, tu ressens ce problème-là au niveau physiologique ou c'est plus logistique comme Leslie? Alors, je dirais que c'est très principalement logistique quand même. Après, je pense que j'ai des légères variations au niveau mental. Comme je disais, c'était le cas avec Carcassonne. Je pense que je suis un peu plus dans ce mood que certaines filles connaissent où je doute un peu de moi. Par exemple, sur la bise de Carcassonne, tout le long, j'étais dans ce truc de ça va rater, quoi.
Eh ben, moi, je pense qu'on a fait le bon tour sur comment s'entraîner pour l'ultra à Morzine. On a pas mal abordé de points. Je trouve que les rapid fire questions de Clémence, c'était vraiment les meilleurs qu'on ait eus. Ah bon, elles n'ont pas quand même été très clivantes. Hein. J'aurais aimé plus de diversion. Je pense qu'effectivement, les filles, vous êtes assez alignées. Et voilà, donc en tout cas, pour terminer, on a parlé de beaucoup de choses. Je crois, Mallory, toi, que tu t'aimes bien finalement avoir des checklists. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager ta checklist qui permet de tout regrouper, de tout savoir au niveau run, obstacle, préparation logistique? Est-ce que tu as quelque chose que tu pourras nous partager? Oui, justement, moi personnellement, je fais partie des gens qui aiment bien faire des petites listes pour rien oublier, tout bien préparer. Et du coup, là, je vais préparer une petite liste pour se préparer spécifiquement à l'Ultra de Morzine. Et je vais préparer un petit document qui s'adresse aussi à des personnes qui feraient l'ultra pour la première fois, pour pas oublier des petits éléments de préparation qui peuvent être importants et vraiment tout optimiser. Donc voilà, pas hésiter à m'envoyer un petit message sur Instagram ou autre et je peux transmettre un petit document. Ça peut être un support intéressant pour vraiment tout bien préparer, quoi. Eh ben super, je te propose de mettre ça aussi en show notes de l'épisode. On remettra le lien potentiellement vers ta checklist et puis vers ton Insta, comme ça on pourra te contacter assez facilement. Ok, eh ben, ça nous a fait un super débrief et prévision de l'Ultra pour cette année. J'aimerais aussi aborder maintenant le final des FNS cette année à Morzine sur le format super. Ça sera la 3e et dernière course de ces FNS. L'idée, c'est de se dire un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Mallory, toi, tu es 2e normalement aujourd'hui des FNS, donc tu vas pas faire cette finale. Avec le nombre de points que tu as, normalement, tu es largement en avance sur le podium et le podium a à peu près été joué. Moi, j'aurais une question assez facile pour vous. Quand on a fait l'ultra et qu'après on revient sur une super, qu'est-ce que c'est comme sensation? Est-ce que c'est plus facile? Comment? Pourquoi? Est-ce que finalement c'est juste complètement un autre sport? J'ai pas fait tant que ça de super en fait en y réfléchissant et j'en ai pas fait dans la même saison que l'ultra, donc j'ai pas eu l'enchaînement directement, mais c'est sûr que l'exigence elle est un peu différente et que ça dépend de la préparation aussi qu'on a fait. Est-ce que on a prévu par exemple, il y a certaines personnes, je crois, notamment chez les hommes, qui font l'ultra plus la super derrière ou qui ont des échéances courtes assez proches. Et je pense qu'ils se préparent aussi à pouvoir faire les deux. Mais c'est sûr que si on s'est entraîné vraiment en vue de l'ultra, et moi c'est mon cas, quand il faut courir vite, si on va faire une super qui est un peu plate par exemple, c'est compliqué d'aller mettre de la vitesse tout de suite et du coup d'être performant. Une super, faut être au taquet dès le début et tout le long, quoi. Ça se joue tout de suite. Ok, toi Leslie, tu disais ce serait plutôt une histoire de complètement un sport différent, donc... Pour moi, c'est un sport différent, clairement, hein, sur déjà le temps d'effort. Je sais pas, un 10 km, tu fais ça en 1h30 peut-être sur Spartan Race, non? Ouais, même moi, hein, normalement, les super en général à Morzine, ça dure 1h10, 1h20. Si tu veux gagner, c'est ça. Ouais, non. Donc 1h15 d'effort, on n'est pas du tout sur le même effort, hein. Ça ressemble plus au niveau cardio à une intensité d'un 10 km. L'enchaînement des obstacles, ça a rien à voir, hein. Déjà, tu fais une erreur sur un obstacle, t'es déclassé de suite. Donc ça a rien à voir avec l'ultra. Donc il faut être très fort sur les obstacles. Et puis oui, il faut partir vite. Voilà, faut mettre de suite de l'intensité. Il faut tout de suite accrocher au groupe. Non, c'est une autre préparation pour moi. Ça a rien à voir. Et alors, du coup, là, on arrive sur le fait que les FNS, c'est la finale. Mallory et Leslie, vous ne la faites pas, finalement. Toi, Mallory, tu vas faire l'ultra et de toute façon, tu es déjà 2e. Toi, Leslie, tu vas plutôt te relancer sur la piste. Ça fait que vraiment, on a un week-end très complet. Sur ce week-end de Morzine, on peut faire n'importe quelle course et ça dure 3 jours. Clémence, nous, on va faire la super. L'idée ici, c'est... Vous aimez bien ce week-end, j'imagine. Qu'est-ce que vous en trouvez au niveau ambiance, niveau... de pression qu'il peut y avoir sur les courses. Voilà, si vous aviez un peu un mot pour résumer ce week-end de 3 jours. Sur la piste, quand il y a les championnats du monde d'ultra à côté, il y a quand même un petit peu de monde qui vient. Je me rappelle avoir fait il y a quelques années en me disant ça va être tranquille, il y aura pas trop de monde sur la piste. Et il y avait des Chinois, il y avait plein de nations qu'on n'a pas l'habitude de voir trop courir en France. Donc tu peux potentiellement avoir des concurrentes à voir, tu vois, à voir.
Ouais, non, surtout que moi, je suis pas du tout sereine. Hein. J'ai pas fait de Spartan Race depuis l'ultra de Morzine il y a un an. Hein. Donc clairement, voilà, je m'entraîne bien, je progresse un peu quand même sur mes entraînements au niveau des obstacles, mais voilà, quand tu fais pas d'obstacles pendant un an, il y a toujours voilà, faut des petits réglages. Il y a de fortes chances que je réussisse pas ce que je souhaite réussir. Hein. Ça va être voilà compliqué. Et j'appréhende vachement les descentes aussi parce que j'ai mon genou qui est pas hyper bien rétabli, donc je sais pas trop. Donc c'est pour ça. À la dernière minute, ça se trouve, je serai sur la 10 aussi parce que c'est hyper roulant. Et là, je prépare un 10 km dans 15 jours, donc c'est mon format de course du moment, donc on verra. C'est une surprise, quoi. On va avoir un super plateau, une super expérience, un peu de pression et un super niveau très élevé. Clémence, toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? C'est ta dernière course pour les FNS? J'essaye de pas y penser, justement. Ma technique, c'est de pas y penser, sinon je vais stresser. Donc, je préfère me dire que, OK, là, j'avance étape par étape. Là, il y a déjà Sainte-Croix avant, donc j'essaye de voir Sainte-Croix arriver. Et après, on se concentrera sur Morzine. Mais je sais très bien que la concurrence sera rude. On n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas aussi Jézabel qui vienne, comme tous les ans, faire un petit coucou sur Morzine. Donc, je pense que dans tous les cas, cette course va être quand même redoutable. Il y a toi qui reviens, Camille, qui n'était pas là à Carcassonne aussi. C'est pas une mince affaire. Enfin voilà, ça va faire une belle start list encore, donc je préfère pas y penser. Du coup, Camille, t'as regardé un peu là, c'est sûr que tu peux pas faire un podium si tu gagnes la course à Morzine? Alors, donc du coup, moi, je reviens effectivement pour faire la dernière course parce que j'étais en marathon sur Carcassonne. En fait, au niveau des points, il y a toute une constellation de scénarios qui effectivement feraient ou pas que je fasse un podium. De toute façon, en fait, Perrine et Mallory, vous avez la numéro 1 et la numéro 2 en termes de place, parce qu'en termes de points, c'est pas rattrapable. Au vu de la start qu'on aura Jézabel qui dit qui effectivement revient chaque week-end de Morzine, un peu comme moi, c'est-à-dire que moi, je suis pas du style à refaire les courses, mais je trouve que Morzine a vraiment cette aura, en fait. C'est un super week-end et vraiment, tu te sens dans je sais pas, dans une espèce de communauté où tout le monde se connaît, tout le monde adore ça, un peu en mode festival. Donc c'est pour ça que je reviens. Et il y a un monde dans lequel je fais un podium si je suis première et si Inès ne finit pas dans le top 5. Parce que en termes de points, ça le fera. Mais je suis vraiment loin derrière, étant donné que je n'ai pas fait Carcassonne et que j'ai fait une mauvaise course à Valmorel. Donc voilà, donc il y aura, en fonction de la start list et en fonction des places des unes et des autres, moi, la probabilité est possible, mais elle est faible. Et je pense qu'on aura effectivement potentiellement Perrine qui va revenir sur le format super aussi, juste pour se faire plaisir et parce qu'elle court vite. Et d'autres personnes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, potentiellement étrangères. Je pense à des Italiennes ou peut-être à d'autres personnes de l'Est. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont se décanter sur ces FNS. Moi, c'était pas forcément mon focus cette année. Mon but, c'est de faire les Swiss National Series. Donc là, pareil, j'ai Sainte-Croix avant et le championnat d'Europe à Estérel. Et de mon côté, de toute façon, je suis pas mal blessée en fait et j'ai du mal à revenir de mes blessures. Donc on verra ce que ça donne à ce moment-là. Mais j'y vais vraiment pour aller à fond, m'éclater à fond. Et comme tu disais, Leslie, essayer de donner un effort qui est plutôt proche celui du 10 km. Essayer de finir cette course, si elle ne change pas de parcours, plus vite que les autres années, enchaîner plus les obstacles et réussir vraiment bien les obstacles. Donc voilà, j'ai regardé un peu les pronostics et il n'y a pas non plus beaucoup de pronostics dans lesquels j'arrive sur le podium, quoi. Tu disais, Clémence ? En fait, on peut pas faire de pronostics sur cette course, en tout cas en termes de podium national série, parce que les deux premières places sont incontestablement Perrine et Mallory, et après, on est plusieurs à avoir fait des 3e, 4e places, donc on a des points extrêmement serrés. Donc en fait, tout va se jouer sur Morzine et tout va dépendre du classement de Morzine. Parce que typiquement, Inès et moi, on a fait toutes les deux une 3e place, donc ça va dépendre aussi de Morzine. Lara et Cécilia, je crois, on fait toutes les deux une 4e. Non, et Hilaria, on fait une 4e place. Donc ça peut aussi, si elles font un podium, ça peut être elles qui se propulsent sur le podium national série. En fait, c'est impossible de prédire à l'avance ce qui va se passer. Exactement, je trouve que vu que Clémence avait fait vraiment une super course à Carcassonne, en fait, c'est pareil, Clémence peut très bien réussir à faire une super course ici. Un classement, on va dire, meilleur que celui des autres participants. Donc vraiment, c'est ouvert. Et vu qu'effectivement, les première et deuxième places sont fermées, en fait, ça ne va pas se jouer à grand-chose, quoi. Ça va être assez intéressant, c'est pour ça. En termes de pronostics, c'est qu'on sait qui c'est qui a gagné. Mais en termes de 3e place, ça peut se jouer. Donc voilà, ça sera assez drôle. Et on verra. Ça, c'est terminé. Je sens que Mallory va nous donner un buzz, là. Vas-y, raconte-nous. Non,
Je voulais juste rebondir. Ma deuxième place, j'ai fait les comptes par rapport au système de points. Elle n'est pas sûre à 100%. J'ai compté si Inès ou Clémence gagne à Morzine, vous prenez ma deuxième place, si j'ai bien calculé. Donc, petite pression pour Clem. Selon qui est inscrite, si tu nous sors une grosse course, tu peux encore aller voler ma place. Donc, dites pas que c'est joué. Perrine, je vais bien la fatiguer samedi sur la piste, tu vois. Je vais la challenger, comme ça, elle vous laissera tranquille pour le podium des National Series. Ouais, mais ceci dit, si Perrine prend la première place sur la super de Morzine, ça assure à Mallory sa seconde place. Donc, faut peut-être pas non plus trop la... Faut voir. Ça dépend qui t'as envie d'avantager, Leslie. Est-ce que tu vas Je crois que je vais rien faire du tout. Je crois que c'est pas moi qui vais lui faire peur à la petite Perrine. Moi, ce que je pense sinon, c'est que tout le monde vient. Voilà, tu viens aussi, toi, Leslie, sur la super. Comme ça, on se fait un grand bal sur la super. Oh là là. Et on va tous râler parce que c'est le javelot qui aura fait le classement final. Le lancer va être très cher. La place, ça va se jouer sur le javelot. Entraînez-vous au javelot, les filles. On va tous s'entraîner là. Tout le monde va avoir popé des javelots, de lancer le javelot. On va faire que ça. On va arrêter de courir. On va juste faire du lancer de javelot. Ok. Et bah écoutez, non mais on verra comment ça va se décanter à Morzine. Mais c'est pour ça que je pense que ce week-end-là, finalement, il est vraiment hyper intéressant, hyper stimulant et je trouve que ça vaut le coup d'y aller juste parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans ce week-end, soit un super ultra, soit une piste un peu dantesque où il y a la tempête en haut et qu'en fait ils doivent couper la course, ou alors justement c'était un grand soleil et là c'était vraiment un super beau challenge et on veut toujours savoir dans quel sens est le lac gelé, est-ce qu'il est avant ou après la montée jusqu'à la pointe de Nyon. Et puis il y a toujours ce challenge aussi voilà, sur la finale après, maintenant qu'ils ont mis la super en termes de finale de FNS. Donc je trouve c'est un week-end en fait où vraiment ça fait vacances, ça fait grosse compétition en fait internationale maintenant. Et il y a vraiment je trouve ce truc de ok, ça fait partie des Spartans, ça fait partie d'une French National Series, d'un championnat ultra, mais il y a aussi cette grosse communauté qui se retrouve. Et autant pour les débutants qui vont trouver justement ce côté festival que pour des athlètes comme nous, un peu plus élite, on trouve tous quelque chose dans ce week-end qui fait qu'on a toujours envie d'y revenir. Parce que je pense que c'est vraiment un week-end où, en fait, il y a la plus grosse attendance et la plus grosse renouvellement des gens qui l'ont déjà fait et qui reviennent toujours à Morzine pour justement cette ambiance, ce côté un peu au-delà du chrono, ce côté compète, mais en fait, on est tous pour tout le monde et on veut voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est ça un peu l'esprit à Morzine et je ne sais pas ce qu'il en sera de l'Ultra l'année prochaine, si c'est encore là-bas ou pas. Mais en tout cas, vraiment, moi, j'adore ce week-end. En plus, on est tous, toute la Team France sera là ce week-end-là. Du coup, on va tous loger au même endroit. Ça va être sympa, ça va de tous se retrouver. Ça peut être cool. Et ben, ça promet. Moi, je dis que ça promet. Ça promet du spectacle et ça promet aussi peut-être d'un live stream. Je pense que cette fois, ils vont remettre aussi la compète en mode vidéo. Ça sera certainement disponible sur YouTube comme l'année dernière. Donc voilà, on a de quoi bien s'amuser. C'est vrai que je voulais rajouter, à côté de toutes les courses et de toutes les compétitions, il y a aussi un petit peu l'aspect vie sur le village de course, parce qu'on est quand même sur un événement sur 3 jours. Moi, j'ai jamais fait le week-end avec la Team France encore, donc ça, c'est super. Ça va être une première vraiment de faire le week-end un peu plus avec vous. Les autres années, j'étais ambassadeur Spartan, j'étais aussi Marshall, donc l'arbitrage sur les courses. Et ça, c'est aussi des expériences très sympas à vivre pour des personnes qui sont peut-être pas encore trop dans la communauté Spartan. On peut aussi faire volontaire, ça peut être une manière à la fois de s'impliquer sur la course, de voir la course autrement, et puis de rencontrer du monde, parce que finalement, à un moment donné, on finit par être aussi un petit peu une petite communauté, à se connaître, à se revoir sur les événements, tout ça. Et c'est vrai que sur les événements, il y a aussi ce côté, et à Morzine, il y a beaucoup de monde qui est là, on est là pendant 3 jours, donc voilà, il y a ce côté un petit peu humain et social qui est super sympa aussi, je trouve. Et cette année, ils font maintenant l'entraînement, en fait, un entraînement focus Spartan obstacle. Donc, ça se déroulera, si je ne me trompe pas, le vendredi. Ça dure 2 heures. On peut s'inscrire en amont, bien sûr, de l'event, mais aussi le jour même. Et c'est 2 heures focus obstacle pour venir découvrir, venir pratiquer les obstacles. Moi, j'y serai. Je ferai partie de l'accompagnement. Donc, il y a des coachs Spartan, SGX qui encadrent ces séances.
Je crois que ça coûte 30 € les 2 heures ou peut-être un autre tarif, il faut valider sur le site Spartan. Moi, j'encourage vraiment les personnes dans toutes les catégories à venir pratiquer pendant ces 2 heures-là. J'avais fait l'expérience à Estérel, donc j'avais accompagné en tant qu'athlète élite pour donner des tips et des astuces. Et vraiment, je trouve que c'est aussi un autre moment de pouvoir partager, tester les obstacles, pas en mode course, et justement pouvoir essayer plusieurs techniques, essayer des choses qui vont pas forcément marcher, se pousser. Trouver aussi, discuter avec d'autres Spartan Racers et les encadrants pour peut-être débloquer un obstacle en particulier. Là, à Morzine, ça s'y prête énormément parce que tout est accessible majoritairement dans la vallée, le long de la rivière. Et je pense que ça sera vraiment un des moments où il y aura le plus de monde, le plus de participation. Donc, une super expérience pour pratiquer, découvrir et même repérer la course, quoi. S'il y en a qui font la Beast ou la Super en termes de age group ou open, ça fait une première expérience, je dirais, avant de le faire vraiment dans la course. Donc voilà, moi j'y serai ce vendredi, je crois que c'est l'après-midi. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est sur les vrais obstacles ou c'est juste c'est sur les vrais obstacles. C'est sur les obstacles posés pour la course. Sur les vrais obstacles, C'est pas juste la petite démo qu'on a à chaque fois qui est accessible à tout le monde. Quoi. Tous. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vachement bien à Morzine, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir pratiquer tous ceux qu'il y a déjà en disposition le long de la rivière et potentiellement aussi ceux qui aura, s'ils ont prévu peut-être un twister en plus ou peut-être une barrière de twister en plus, je ne sais pas. Donc vraiment, moi j'encourage. Clémence, peut-être on se retrouvera, je ne sais pas si tu viens le vendredi, mais on pourra voir pour faire partie un peu de cet encadrement. Je trouve que ça vaut le coup. Ouais, carrément. Avec plaisir. Si on nous propose, si on a besoin, on y sera. Voilà, et merci beaucoup les filles. J'ai envie de terminer en vous posant une petite question finale qui est, c'est quoi la suite de l'année pour vous à part Morzine ? Est-ce que c'est juste les FNS ? Est-ce que c'est juste les championnats d'Europe ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Si vous avez déjà prévu d'autres choses ? Moi, championnat d'Europe, mais je pense que vous aussi, non ? On est toutes en objectif championnat d'Europe, c'est les championnats d'Europe en France quand même, donc j'espère que vous y serez aussi les filles. Ouais. Et toi, Mallory, est-ce que tu as d'autres choses de prévues ? Moi, je pense effectivement très certainement les championnats d'Europe. Effectivement, c'est en France, donc je vais prolonger la saison jusque-là. Après, l'idée, c'est quand même d'aviser après Morzine parce que c'est la grosse course de l'année, c'est un gros kilométrage aussi, donc de voir comment se passe la récup. Mais oui, je vais essayer de faire une coupure relative après Morzine et de continuer la saison, éventuellement par les séries suisses aussi. Je vais voir sur Sainte-Croix ce que ça donne sur la première étape parce que c'est toujours un petit peu un engagement de se déplacer en Suisse, mais c'est des courses que j'aime beaucoup aussi. Clémence, est-ce que toi tu t'alignes aussi sur les National Series suisses ? Alors de base, je comptais pas les faire par la destinée sur les National Series suisses. Donc en fonction du résultat aussi à voir si je me mets sur la Beast ou la Super à Verbier. Ok, super. Donc, on a pas mal de choses qui arrivent pour Spartan cette année. On va bien finir les French National Series, mais entre les Suisses et les championnats d'Europe, ça nous laisse encore pas mal de choses. Et qui sait, c'est ce qu'on se retrouvera pas sur les championnats en Croatie sur le format sprint et potentiellement, si tout va bien, sur le format Beast pour Leslie à Abu Dhabi cette année. Voilà, donc tout est ouvert, je dirais. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu pas mal d'insights de votre côté, beaucoup de discussions entre nous sur les différentes expériences qu'on peut avoir sur l'ultra et puis même en termes de Spartan Team France. On va clore le podcast ici. Je vous remercie vraiment d'avoir participé et puis je vous propose qu'on se donne rendez-vous potentiellement pendant l'été pour se faire un petit update sur nos préparations au championnat d'Europe vu que ça a l'air d'être notre grande échéance à toutes cette année. Merci beaucoup les filles. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.